Hello, hello, hello! Comment ça va? Écoute, ça va super, il se passe des choses cool sur le Alors marché, attends, donc désolé, je n'avais pas activé le son. On est bon? On est bon. oui, je te disais ça va, le marché a des choses intéressantes à nous proposer, donc c'est toujours plaisant d'avoir, du nouveau à vous raconter avec, ATH sur Hype, donc on va évidemment parler d'Hyperliquid, mais là, on a totalement changé de dimension et Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver tous, avec, des bonnes nouvelles, je dirais, puisque le marché apprend de ses erreurs, j'ai l'impression, et qu'on va peut-être avoir des choses très positives qui vont arriver, dans les prochaines semaines. c'est vrai. Parce qu'en fait, concrètement, on en parlait déjà les dernières semaines, mais le marché semble dans un mode assez différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Genre là, par exemple, je regardais les coins qui avaient pump cette semaine, parce que honnêtement, j'avais regardé pas grand-chose, quoi. J'avais regardé quoi? J'avais regardé Mmh. Bitcoin, Hype, les indices, vite fait Solana et un petit peu Ethereum, mais j'ai pas regardé 10 000 La coins. base? Ouais, Et dans les coins que je vois que je vois bien performer dernièrement, je vois beaucoup de choses liées à la DeFi. Je regardais, il y a tout à fait. Uniswap qui a bien performé, il y a Sky qui a bien performé, il y a Aerodrome aussi qui se réveille, qui est assez intéressant. Aerodrome, à un moment, je regardais pour me positionner, puis au final, je sais plus si j'étais rentré, j'étais senti, non, je crois que je m'étais pas positionné dessus. Et là, on a marqué une sorte de W Weekly. Base, c'est quand même une chaîne promote par Coinbase. Si jamais il y a du retail ou des choses qui se réveillent, etc., ça peut faire un bel effet. Bon, bref, regardez ça. Il y a AAV aussi qui a très bien performé. On va doser, mais qui performe plutôt bien depuis le fee switch avec le buyback. Il y a aussi Ouais, le token de Mourad, j'ai vu qui a extrêmement bien ouais, performé. C'était SPX qui a absolument bien lunaire. performé. On ne sait pas comment Ouais. il est revenu. Et puis voilà, mais ouais, pas mal de DeFi qui se réveillent, pas mal de choses qui se passent aussi sur l'Hyper EVM. Et puis voilà, mais j'avoue que là, ces derniers jours, j'ai passé pas mal de temps. Bah, du coup, j'ai voyagé. Je suis allé aussi Mmh. à Séville, en Espagne. Donc ça, c'était cool. Ça m'a un petit peu changé d'air. Et j'avoue que Séville, j'ai trouvé ça magnifique. En plus, j'ai eu un temps de fou. Donc c'était incroyable de pouvoir changer un peu les idées avec ça. Et puis sinon, pas mal de charbon, trading, et aussi avec quelques petits trucs sur lesquels je travaille du côté du protocole que je build, dont je vous parle un petit peu succinctement ou de manière Mmh. énigmatique sur Twitter. Mais voilà. Et toi, ça dit quoi? Eh ben écoute, ça dit quoi? Hors crypto, j'ai repris goût vraiment au gaming récemment depuis tu sais, que j'ai ce nouveau PC et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je suis ce qui se passe un peu en gaming Web3, moins ces derniers temps, c'est vrai. Donc je commence à regarder des tutoriels pour apprendre à développer sur Unreal Engine 5. Et en fait, quand tu te mets dans la peau d'un dev, automatiquement, ça te permet de comprendre beaucoup plus de choses, la complexité pour créer, pour optimiser, etc. Donc hyper intéressant, très plaisant. Et sur la partie crypto, du coup, j'ai du hype. Ça, c'est la première nouvelle. J'en ai pas pris des caisses, mais j'ai vendu des Ethers pour du hype. Voilà, que vous le sachiez. Pas le prix d'entrée le plus optimal, mais à force de propagande, c'est fini par rentrer. Qu'est-ce qui a justifié ce choix? Bah, évidemment, ta propagande, le prix et le trade de pas cher. Donc moi, ce qui m'a changé les idées finalement, c'est qu'on est en crypto-monnaie. Donc évidemment, le too good to be true, il fait toujours peur, c'est vrai. Mais d'un autre côté, en fait, si tu es rongé par la peur, tu fais jamais rien. Et là, on a quand même un actif qui fait des revenus et qui buyback son token pleine patate. Ce qui fait que, voilà, il y a un commentaire très intéressant dans le chat. Si Capet achète, faut vendre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'il y a des revenus, tant qu'il y a l'effet d'aura, et qu'il n'y a pas de dinguerie, de piratage, de trucs, j'ai envie de dire ça va. Et qu'il n'y a absolument aucun actif sur ce marché actuellement qui a cette puissance acheteuse, on va dire, naturelle, à part BTC avec les ETF. Et en fait, ce qui m'a choqué, moi, sur le trade de Pacher, il a totalement raison, c'est de se dire que tu as autant de puissance acheteuse sur Hype via le protocole que sur BTC via les ETF, mais ils ont des market cap qui sont complètement différents. Donc du coup, automatiquement, la pression Ouais. acheteuse, elle est dingue en fait. Mais j'avais fait un tweet sur ça où tu sais, c'était le tweet où genre il y avait un mec qui faisait des gestes bizarres en mode cette théorie du complot et tout, où j'expliquais que genre si tu regardais le ratio entre le market cap et les buybacks, les buybacks ou ETF, le ratio de Hyperliquid et donc du hype est genre bien meilleur. Mm. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, si BTC avait
enfin, imaginons, on fait des trucs de con là, mais imaginons Hype a la même market cap que Bitcoin et il a un ETF, bah, en gros, proportionnellement, les buybacks, il rachèterait pour plus que les ETF apportent à Bitcoin avec tous ces inflows, etc. Enfin bref, en gros, les buybacks de Hyperliquid sont super puissants et ils sont plus puissants que les inflows des ETF de BTC de manière proportionnelle, relative, etc. quoi. Du coup, enfin, quand tu comprends ça, j'ai envie de dire que ça te rassure dans tes choix. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose de bien. Après, ce qu'il faut garder en compte, c'est que, genre là, on a 15 milliards de market cap, on a genre 45 milliards de FDV. Donc, forcément, genre si demain il y a un mec qui se met à vendre pour 100 millions, ça a un énorme impact sur le marché et ça couvrira pas ce que l'Assistance Fund achète tous les jours. Mais le fait que tout le monde sache qu'il y a justement tous les revenus qui finissent dans le token, bah en fait, c'est même plus fort que le buyback en lui-même parce que en fait, les gens savent déjà, enfin, ils peuvent déjà anticiper genre une pression acheteuse et en plus de ça, ça les rassure et en plus de ça, dans des moments de volatilité où le marché s'excite, il y a beaucoup de volumes qui sont tradés, etc., même en cas de baisse, bah en fait, ça soutient entre guillemets le jeton, quoi. Donc après, voilà, s'il y a un hack, s'il y a des whales, s'il y a une réglementation, ça n'empêche pas des retracements de 50 ou 70%. Et pour le coup, on va pas se mentir, sur Hype, on a eu un retracement, je crois que c'était quoi, $35 jusqu'à 9, alors qu'il y avait des buybacks. Donc, ça veut pas dire que le buyback, ça fait tout. Mais c'est juste que fondamentalement, et si on lit ça sur une durée assez large, bah, en fait, tu as une exit liquidity qui t'est assurée parce que tu as constamment quelqu'un qui rachète du Hype en fait, au marché. Et c'est concrètement Hyperliquid de même, quoi. Excuse-moi, je t'entends plus, j'ai mon casque qui s'est coupé, comme si c'était micro déconnecté. Je te laisse continuer, Je vais juste prendre des messages dans le chat, du coup, parce que j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Du coup, c'est bon, j'ai une nouvelle leçon. Nickel. Je disais bonjour un peu à tout le monde, là. Yo à Foxy, à PVMBS, Tisma, DSTR, 0x Rugs, Alex Hunter, Main Courante, Mail Trades, Sailor, yo à tous les potes. Et puis j'ai vu que vous aviez mis quelques petits messages sympas. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui me demandait ce que je pensais de Blockchain Group, qui est en gros une société française qui achète du Bitcoin un peu à la MicroStrategy, de ce que j'ai compris. Ok, ça j'ai pas vu. Qui s'est énormément valorisé. J'ai vu que, enfin, je connais des gens très bien placés qui m'en ont parlé et qui ont fait de l'argent dessus. Personnellement, j'ai pas trop d'avis parce que je suis pas renseigné en fait. Donc, mais là, encore aujourd'hui, j'ai acheté du MicroStrategy personnellement, pas des milliers et des cents, hein, mais en fait, concrètement, ce que je fais là, pour être honnête avec vous, c'est que genre tout l'argent de mes trades sur les dérivés, je les cash out progressivement du système crypto pour les remettre dans le système fiat. Non pas que j'apprécie énormément le système fiat, mais parce que c'est un moyen pour moi d'investir sur d'autres choses. Bon, vous allez me dire avec MicroStrategy, lol. Ouais. Mais non, je suis très très majoritairement genre sur du S&P, sur des valeurs tech US, enfin, des choses comme ça. J'aimerais bien aussi acheter d'autres choses. Enfin, concrètement me diversifier et sortir un peu de l'argent des cryptos pour éviter de, je sais pas, faire une dinguerie. Genre, j'en sais rien. Concrètement, je sais pas, je pète un plomb ou je rentre trip ou un truc comme ça. Au moins, ça, c'est de l'argent. Genre, je sais que c'est de l'investissement long terme. Je vais pas aller faire du trading court terme ou je sais pas quoi sur les marchés tradis. Donc, je sors progressivement de l'argent avec mes trade perp. Et comme je l'ai dit aussi publiquement, j'ai commencé à prendre des profits sur Hype, mais c'est doux, quoi. Dans le sens où j'ai pris des profits à partir de $43 et jusqu'à $100. Et plus on monte, plus mes tailles d'ordre sont assez grosses. Donc, mais je le fais progressivement parce que, si je m'écoute fondamentalement, je pense qu'on peut aller bien plus haut. C'est juste que là, en fait, on va pas se mentir, sur Hype, on a la verticale. Et concrètement, moi, j'ai sizé. Et ça démarre à $4. Ouais, et puis non, mais j'ai sizé au bottom, quoi. Tu vois, genre j'ai positionné pas mal d'argent assez bas, ce qui fait que maintenant je suis sur un x3, x4 sur de la size, sur une partie assez cool de mon folio. Donc forcément, ça fait une belle diff, et je veux pas rendre tous les gains au marché, en fait. Mais t'as complètement raison. Comme ça, donc je le fais progressivement, mais ça ne change pas ma conviction. Et c'est pas parce que je prends des TP progressivement que ça y est, j'arrête de croire à Hyperliquid, etc. Et encore une fois, il faudra faire la différence dans mon discours.
par la suite, c'est que genre c'est pas genre tu peux être genre super bullish sur les fondamentaux, mais le véhicule qui te permet d'investir au travers de ça peut être surévalué. C'est-à-dire que genre Hyperliquid peut être incroyable, réussir sur tous les points, continuer à pump, etc. Juste au bout d'un moment, genre ce sera entre guillemets trop cher pour moi. Enfin, je trouverais ça trop cher et où je trouverais probablement peu d'upside à mes yeux. Et c'est à ce moment-là où je sortirais tout, la majorité, pour peut-être me retrouver sur d'autres choses, du style, je sais pas, Bitcoin ou d'autres ETF en TradFi, etc. Mais voilà, j'essaye de prendre des profits progressivement parce que ça s'est extrêmement bien passé pour moi ces dernières semaines et j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc, ce serait bête de s'en vouloir et de juste pas prendre de profit, quoi. Non, mais de toute façon, voilà, le marché, pour le moment, c'est BTC Hype et un peu ce qui se passe ailleurs. Et le titre de cette émission, c'est Grand retour de la DeFi. Donc, on parle beaucoup d'Hyperliquid. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Parce que vous êtes beaucoup à nous suivre. Vous avez des bacs qui sont en Ether, en Sol, dans des shitcoins, etc. Voilà, moi, j'ai eu cette période que j'ai très, très souvent en crypto-monnaie, que vous avez probablement aussi. De toute façon, on voit bien le nombre de viewers a baissé, l'intérêt global a baissé. Il n'y a pas de souci, c'est des cycles. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a un marché qui a eu une période très 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 focus VC, private sale, etc., où il y a eu vraiment une distorsion de pouvoir entre les gens qui sont à la racine, en pré-seed, en seed, et les gens qui peuvent acheter en public sale. Donc ce qui s'est passé, c'est que le marché, c'est devenu de la grosse merde, qu'on se le dise. S'ajoute à ça le fait qu'avec la multiplication des tokens et des market makers qui sont pas forcément en face, en fait, il y a rien pour soutenir les prix de tous ces tokens. Donc ça s'est complètement pété la gueule. Ça sert à rien de citer les noms tellement il y en a. Et donc aujourd'hui, on peut espérer de manière optimiste, que les choses évoluent positivement. Ce qu'il faut comprendre dans un temps A, c'est que ce qu'a fait Hyperliquid avec cette stratégie de buyback, c'est un gros risque en réalité, parce que comme c'est une chaîne qui est décentralisée, mais légèrement, on va dire, ils auraient pu, comme d'autres protocoles, se faire casser la gueule, tu vois, par les régulateurs en mode oui, mais là, ta stratégie de rachat, t'es sur un produit financier qui devrait être régulé. Et c'est pour ça que vous avez des produits comme AAV, Uniswap et j'en passe, qui ont mis énormément de temps à activer du fee switch, parce que justement, il y a le risque réglementaire. Mais vous voyez que ça se fait progressivement. Et plus on avance dans le temps, et plus on nous fait passer la pilule que les États-Unis vont changer le game et vont être beaucoup plus souples par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut espérer, justement, c'est qu'ils puissent avoir le champ libre pour pouvoir faire un peu ce que fait Hype, finalement. Mais on peut que l'espérer pour le moment. En fait, je suis d'accord et je pense qu'il faut préciser quand même un truc, c'est que déjà, Hyperliquid, techniquement, en tout cas, d'après leur TOS et depuis les débuts, les Américains ne pouvaient pas utiliser. Donc, en fait, en soi, tu fais du buyback sur un truc qui est censé être totalement inaccessible des Américains. Donc, en vrai, ça change quand même pas mal les choses. Alors que, je savais pas. Uniswap, je crois pas qu'il y a de géoblocking et je pense pas qu'ils voulaient géobloquer des gens pour autant faire du buyback, tu vois. Enfin, genre dire aux Américains mort, enfin c'est mort pour vous, c'est un peu dur. Alors que HL c'était depuis le début. Et sinon, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, moi je trouve que, enfin, on a dit des bonnes choses et des mauvaises choses de Trump. Parce qu'il y a des bons, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a du très bon et du très mauvais. Ouais. Mais ce qu'il faut être clair, c'est que là, pour moi, ce qu'a fait Trump, ça va changer la crypto à tout jamais. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train d'obtenir tout ce dont on rêvait. Genre, on a le président de la première puissance mondiale qui adoube Bitcoin, on a le président de la première puissance mondiale qui achète de l'Ethereum, on a le président de la première puissance mondiale qui lance des ETF crypto sur Bitcoin et Ethereum. Ouais. Genre, on a Coinbase qui revient avec des produits dérivés aux US. On a une régulation qui est open bar. Là, cette semaine, il parlait encore du Genius Act avec toute la régulation des stablecoins aux US. On va en parler. On a des banques, on a des grosses sociétés qui lancent des stablecoins. Il y a Walmart, il y a Amazon, il y a Stripe qui rachète Privy et Stripe qui accepte aussi les paiements en stablecoin, tout comme Shopify. Enfin, là, concrètement, le système crypto et TradFi est complètement en train de, j'allais dire fusionner, mais en tout cas, il interagit de plus en plus fortement, quoi. Et on n'est plus, enfin, pour moi, actuellement, genre là, il n'y a plus d'anti-crypto, là, c'est terminé. Enfin, même les banques, je crois que c'était Bank of America ou un autre qui parlait aussi de faire un stablecoin. En gros, maintenant, on a les politiques qui sont pro-crypto et on a des lois qui vont dans ce sens-là, et du coup, ça délie les mains des acteurs du marché et surtout des grosses sociétés
et des gens de la TradFi pour justement mettre un peu plus les mains dans la crypto, quoi. Donc, ce qui est en train de se passer là actuellement, c'est juste énorme. Et évidemment, c'est pas quelque chose qui vous vend du rêve parce que voilà, l'adoption des stablecoins, c'est cool, mais vous avez envie de spéculer sur un jeton et sur la réussite d'un truc. Et là, vous pouvez pas spéculer sur. Enfin, vous pouvez acheter du Circle en bourse maintenant. Bon, perso, pas trop mon dada, mais ça s'entend. Mais ce qui est en train de se passer d'un point de vue stablecoin, c'est énorme. Et même si indirectement, enfin, même si directement actuellement, c'est pas genre un truc qui va faire pump vos bags, ça va quand même permettre plus de liberté en DeFi, du moins aux US. Du coup, ça va donner un contrepoids aussi à l'Europe. Parce que si on a un cadre qui est genre hyper clair et super ouvert aux US et qu'on a un truc genre hyper clair, mais relativement contraignant en Europe, peut-être que ça fera bouger les positions de l'Europe aussi. De toute façon, c'est pas clair non plus en Europe. Hein. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis il y a un autre sujet, tu vois, c'est qu'on est dans un monde qui s'ouvre. Je prends un exemple, tu vois, je suis à Dubaï. Quand je facture des clients, ça va être généralement en euros. Parce que moi, j'ai une banque, tu vois, qui peut accepter les euros, mais la monnaie ici, c'est le dirham. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, tu te prends des taux de conversion entre la banque centrale et compagnie, tu te prends des 4 ou 5% dans la tête, tu vois. Et 5% sur 5%, ça va vite. Donc, c'est le cas ici à Dubaï, c'est peut-être encore plus abusé dans d'autres zones du monde, mais du coup, ça fait que, tu vois, tu as des gens partout dans le monde qui peuvent devenir entrepreneurs, bosser pour des boîtes à l'étranger, recevoir des paiements, et ça va super vite, tu vois, tu n'as pas de temps de settlement super lent, et ça marche, clairement. Et ils ont compris que ça renforçait leur hégémonie avec le dollar. Genre, Tether est en train d'exploser, Circle avec son introduction en bourse, je pense que ça va leur faire pousser des ailes aussi. Après, les stablecoins, c'est du fiat. Hein. C'est juste qu'on met du fiat on-chain, quoi. Mais c'est pas l'ethos, décentralisation, etc. Mais on n'a pas besoin que tout soit nécessairement décentralisé. Enfin, genre, tu peux pas interagir avec du dollar et espérer que, ce soit genre le Far West, quoi, non plus. Tout à fait. Et puis après, on n'empêche personne de faire d'autres types de stablecoins. Hein. Tu vois, le truc aussi, c'est que le marché, là, on voit des stablecoins indexés sur le dollar de plus en plus. Peut-être qu'on verra des stablecoins indexés sur d'autres types de produits à terme, tu vois. Mais ce qui est surtout incroyable, c'est que jusqu'à maintenant, pendant toutes ces dernières années, on avait la problématique de ouais, mais genre, en gros, j'ai peur que mon stablecoin il dépègue, etc. Bah, demain, si tu as Amazon ou Walmart ou Bank of America ou JP Morgan ou je sais pas qui fait son stablecoin, je le vois pas dépègue une seule seconde, quoi. Donc en fait, ça nous permet d'avoir des garanties on-chain. Alors évidemment, il y a de la censure, ils peuvent geler les fonds, mais après, c'est sur décision du tribunal, sur des actes juridiques, quoi. Mais en tout cas, on va avoir de plus en plus de garanties, quoi. Donc, dans tous les cas, on utilise de l'USDC ou de l'USDT, donc autant avoir quelque chose avec encore plus de garanties. Et puis, de toute façon, tu as des Layer 1 qui les hostent, ces stablecoins, et tu peux parfaitement spéculer sur ces Layer 1, sur les produits DeFi qu'il y a autour, etc. Donc, dans tous les cas, voilà. Et tu parlais du Genusax. Ouais. On va en parler, mais tu vois, si ça passe, clairement, ça rajoute encore plus de réglementation pour s'assurer que ça dépègue pas. Et du coup, ça fait que tu as plein de business qui vont intégrer le stablecoin, donc qui vont intégrer des Layer 1 type Solana, Base, Ethereum et j'en passe. Et donc, ça va brancher des blockchains à plein de business Web 2, et c'est ce qu'on veut. Les stablecoins, ça n'a pas de sens. Avec un monde Bitcoin, ça repose que sur les bons du Trésor US qui ne sont que de la dette, la capacité à l'État US à imprimer MDR. Bah oui, clairement. Mais après, faut être clair, là, on est dans une cohabitation, quoi. Enfin, genre, on peut pas faire style, genre, le dollar, ça n'existe pas, quoi. Enfin, c'est genre la monnaie la plus échangée dans le monde, quoi. Donc, mais de toute façon, si c'est autant de la merde, les gens... Mais au moins, on a des options qui sont de plus en plus fiables et robustes. Et le plus important dans la vie, c'est d'avoir le choix. Et Bitcoin nous offre un choix, et USDC nous donne un choix, et USDT aussi. Et puis voilà, quoi. Et puis, moi, j'adore Bitcoin, etc. Mais au bout d'un moment, genre, moi, mes factures, je les paye pas en Bitcoin. Et genre, avoir 80% de volatilité sur mon net worth, ça, c'est limite, quoi. Donc, on est d'accord. Voilà. Et puis une unité de compte qui a du sens, ça sert aussi à ça, le fiat, tu vois. Et c'est pas pour autant que je suis anti-Bitcoin ou quoi que ce soit, j'en ai moi-même pas mal, et genre, je suis à fond derrière, quoi. C'est le truc que je hold depuis le plus longtemps, quoi. Donc ouais. Après, peut-être que le fiat mourira à terme, mais bon, ça mettra du temps, au fur et à mesure qu'on verra d'autres expériences se créer.
Oui, après, si le fiat meurt, on a de sacrés problèmes. Non, mais tu sais, t'as des monnaies, elles font 3 siècles et puis elles partent à la cave ou alors elles passent en retrait. Tu vois, avant le dollar c'était la livre, après t'as eu d'autres monnaies avant. Enfin, ça va pas disparaître, c'est genre juste à la rigueur, tu auras une hyperinflation, je suppose. Mais Bah, on a une inflation plus douce maintenant. C'est juste que voilà, s'il y a des ouais, monnaies qui sont enfin, meilleures, une bah, inflation elles chasseront les plus moins bonnes. douce pour combien de temps, quoi? Parce que, enfin, les US, ils sont endettés jusqu'au cou, Ouais, comme d'hab. et les taux, ils sont élevés. Non, mais les Mhm. taux sont Oui, élevés et leur dette je est sais. énorme. Donc, ça leur coûte super cher de maintenir cette dette. Mm. Mais le problème, c'est que s'ils baissent les taux trop rapidement, bah derrière, ça veut dire que le cash va coûter moins cher, donc ça va rotailler plus vite, il y a plus d'argent qui va être injecté dans l'économie et tu peux vite retomber dans une inflation si c'est mal maîtrisé. Et donc, c'est de ça dont Jérôme Powell a d'ailleurs peur, et c'est ce dont on avait parlé avec les tarifs douaniers, enfin, avec les tarifs de Trump et tous ces trucs-là, quoi. Donc, mais voilà. Et aussi, dans cette même narrative TradFi, c'est en train de bouger parce que Bybit, je sais pas dans quelle juridiction, mais ils permettent maintenant de trader de la TradFi. Donc, je crois que tu peux trader des stocks, quelques indices, du gold, des choses comme ça, directement depuis Bybit. Mais je pense que c'est restreint assez fortement en termes de pays qui le rendent accessible. Tu as Hyperliquid qui est sur ce créneau-là aussi dernièrement, enfin en tout cas qui laisse présager de bonnes choses et ça fait un moment qu'ils en parlent. Tu as Ondo aussi. Et puis plus on va avoir des acteurs professionnels et plus ils vont voir le fric à se faire, plus on va avoir des solutions robustes. Donc le pont entre TradFi et crypto n'a jamais été aussi fort Mm. jusqu'à maintenant. Et C'est ils vont quelque être chose liés. qui va encore accélérer. Et au final, qui a fait bouger beaucoup de lignes quand tu prends du recul? Certes, il y a eu Trump, mais il y a eu quand même Larry Fink et BlackRock qui ont initié beaucoup les choses. Parce que Clairement. sans leur demande d'ETF, je ne sais pas si on aurait eu déjà un ETF. Et le rallye qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était en anticipation des ETF BlackRock. Puis après, les énormes inflows qu'on a eu sur Bitcoin, c'est BlackRock aussi. Donc voilà, faut pas oublier ça. Et certes, la TradFi peuvent être nos ennemis philosophiquement sur plein de points, mais il faut être clair qu'aujourd'hui, ils ont acheté pour des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars nos bagues. Donc voilà. Non, mais game is game. Et malheureusement, quand tu es fermé sur toi-même, que tu t'ouvres pas au monde, et bah, tu peux te retrouver dans une situation délicate, tu vois. Pour un exemple, moi, ma femme, elle est birmane. C'est un pays ultra conservateur qui est passé d'empire britannique à le peuple reprend le pouvoir, puis c'est une démocratie, puis après c'est la junta, c'est l'armée, etc. Et tu vois, quand il se passe des trucs type le séisme qui s'est passé récemment en Birmanie, et qui a aussi touché du coup Bangkok et la Thaïlande, les gens ne faisaient que parler de la Thaïlande. Ah, pourquoi? Parce que les Birmans, il y a très peu de Birmans aux États-Unis, il y a très peu de Birmans en Europe. La propagande culturelle, elle n'est pas aussi forte, et que niveau business, bah, ils font pas beaucoup de business avec l'étranger, ils en font de plus en plus, tu vois, mais ils sont vachement en retrait. Donc en fait, c'est ça aussi la mondialisation, c'est que la réalité, c'est que quand tu es dans la merde, et bah, personne te donne l'heure. C'est triste, mais c'est comme ça, tu vois. Ouais, clairement. Et on n'en a pas parlé, mais du coup, guerre quand même entre Ah bah guerre, l'Iran hein, et ouais. Israël. Ouais. Ouais, on n'en a pas parlé, bah c'est juste ça chauffe violent, mais rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est super toujours triste, hein. plus. C'est super triste. Enfin, il y a plein de gens qui meurent, quoi. Des gens qui Bah souffrent, ouais. des quotidiens qui sont ruinés, des familles qui sont brisées. Voilà. Après, moi, mon prisme de lecture en tant que spéculateur, il est simple. En fait, le S&P a même pas dump. On est quasiment de retour à la TH. BTC s'en branle. C'est que pour l'instant, c'est difficile de prendre ces sujets-là avec de la légèreté, mais prenez uniquement ces paroles d'un point de vue spéculateur. Pour l'instant, c'est rien d'inattendu. Enfin, il y a rien le marché, il le voit pas comme quelque chose genre de totalement ahurissant qui était impossible et qui actuellement pourrait partir totalement en couille. En gros, c'est ce que le marché nous montre, parce que sinon on serait bien plus bas, quoi. Bah Donc en fait, après, c'est ça ne surtout change rien au fond. que l'Iran, comment dire, Iran, Israël. En gros, c'est s'il y avait des décisions. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de ce que j'ai lu sur Twitter, je crois que c'est Filmatic qui s'appelle. Il expliquait qu'en fait, c'est pas la guerre en tant que telle qui fait secouer les marchés, c'est les décisions géopolitiques liées à la guerre. Tu vois, par exemple, l'Ukraine, tu as eu Nord Stream qui a sauté, bon, bah, du coup, le gaz disparaît, bah, tu vois, il y a un problème d'énergie. Et c'est un impact direct sur l'économie.
Si tu bloques un canal, bon, c'est pas à côté de l'Iran, mais le canal de Suez, par exemple, bah, tu vois, tu as les bateaux qui peuvent plus passer, ça nique l'économie. Si tu as des gens qui foutent le bordel et qui manipulent le prix du pétrole, bah forcément, si le prix du pétrole il change, bah, ça a un impact sur l'économie. Donc en fait, c'est ce genre de décision géopolitique-là qui pourrait faire que le marché, il n'aime pas du tout ce qui se passe, tu vois. Ouais, moi je pense qu'en fait, en fait, je pense surtout que les gens surréagissent par rapport à ces news en tant que spéculateurs, dans le sens où ça laisse vite, enfin, t'as envie de vite tomber dans la panique, dans la peur et ces choses-là, etc. Tu vois. Mais le fait qu'il y ait une attaque à nouveau, etc. Enfin, c'est quelque chose qui pouvait arriver. Et là, le marché ne semble, comme le disait quelqu'un dans le chat, ne croit pas vraiment à une escalade, quoi. Donc, moi, dans ces conditions-là, en fait, juste, je fais rien. Et après, si je vois que ça part vraiment en couille, en fait, c'est surtout, je regarde comment le marché réagit. Genre, si le marché réagit fortement, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose fondamentalement qui est différent par rapport à avant. Là, pour le coup, le marché s'en branle et on est juste, bah, je peux même partager mon écran. Hein. Je vais mettre ça, voilà. Mais genre, quand tu vois BTC, bon, bah, voilà. On est en train de retester la résistance weekly, on rebondit, tout va bien. Tu vois, le S&P, on est quasiment à la TH. Bon, voilà quoi. C'est difficile d'argumenter comme quoi la guerre fait peur à énormément de gens sur les marchés financiers actuellement, quoi. Regarde, on parle du détroit d'Ormuz ou Hormuz pour l'Iran. Voilà, s'il bloque le détroit, bah direct le marché il va pas aimer. Je t'avoue, c'est pas un sujet que je maîtrise, mais c'est typiquement ce genre de truc dont je parlais par contre. C'est que si tu niques les transports, si tu niques l'accès à l'énergie, aux matières premières, bah automatiquement c'est le Bah, chaos. en fait, c'est plutôt ce qui pourrait faire paniquer le marché, c'est si c'est le pétrole qui s'enflamme, parce que si l'énergie coûte plus cher, ça veut dire que tous les prix à la consommation vont augmenter, donc ça veut dire qu'il va y avoir inflation, et du coup, si tu as inflation, globalement, tu as un ralentissement quoi, de la consommation, je suppose. Donc, c'est pas quelque chose que tu as envie de voir. Quoi. Et le problème, c'est que si derrière, tu as inflation et que tes taux directeurs, ils sont toujours à 4-5%, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu les montes encore là? Je sais pas du tout. Non mais, je sais pas du tout. Non mais du coup après ça devient effrayant économiquement en termes de conséquences. Quoi. Bah ça pousse les gens à faire la guerre en fait surtout. C'est qu'à partir du moment où tu vois les prix sont insoutenables, en fait tu vois les gens ils s'intéressent vite fait à la politique, ils s'énervent et tout, mais tu vois ils passent vite à autre chose. Mais à partir du moment où ça devient vraiment critique, bah t'as un mouvement on va dire soft moyen type gilet jaune. Je dis soft moyen parce que c'était quand même le bordel en France, hein. Ça s'est coupé rapidement avec le Covid, mais c'était le bordel. Mais si ça devient beaucoup plus problématique, bah là, les gens, ils commencent vraiment à péter les plombs. Hello, non, on n'a pas encore vraiment parlé de hype, on en parlera plus après. On en parlera plus après. Ouais. Voilà. Bah, si tu veux, je peux attaquer sur l'actu, ou tu peux attaquer sur le trading, si tu es chaud de faire du trading déjà. En vrai, je peux parler un petit peu du marché pour commencer, ça fait un petit moment. Allez. Du coup, j'aimerais... globalement, si on fait une vue d'ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les marchés sont plus hauts. Donc, pour l'instant, ils ne pricent pas vraiment une menace hyper importante du côté de l'Iran et Israël. Enfin, en tout cas, ils ne croient pas à une escalade infinie ou inattendue. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous en tant que spéculateurs et investisseurs, puisque en fait, les prix ne baissent pas, ou ils baissent peu, ou ils sont directement rachetés. Enfin, c'est ce qu'on a vu sur Bitcoin ici, c'est ce qu'on a vu sur le S&P ici, c'est ce qu'on voit sur la tech US, c'est ce qu'on voit à plein d'endroits. Tout va bien, entre guillemets, sur les marchés financiers. Donc ça, c'est la première information, c'est qu'en soi, en tant que spéculateur, encore une fois, faut chill, parce que, il n'y a rien qui nous dit c'est la fin du monde, on va aller à zéro, voilà, c'est la peur à bord, quoi. Pour l'instant, tout va bien à ce niveau-là. Ce que je trouve d'assez intéressant, moi, par contre, cette semaine, c'est que, en fait, on a vu une reprise des flots sur les ETF. Donc, si tu regardes ici, ça veut bien charger. Je vais essayer de montrer ça. Bon, il ne veut pas montrer les graphiques, mais globalement, on a toujours beaucoup d'argent qui rentre dans les ETF, notamment au travers de Bitcoin. Donc, si tu regardes, on enchaîne quand même pas mal de journées à 300-400 millions de dollars. Donc, c'est vraiment sympa. Et en termes de net flow, donc la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, on est quasiment au plus haut. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu autant de dollars injectés en TradFi dans Bitcoin, quoi. Donc ça, c'est une news qui est vraiment cool. Ça montre qu'il y a toujours de la demande. Et en vrai, on le ressent sur le prix. Et malgré la panique avec Iran-Israël et tout ce qu'on a pu voir, et puis même un prix qui est super haut,
tu pourrais avoir des acteurs qui ont envie de prendre des profits, parce que je crois que quand les ETF ont été lancés, c'était autour de 40-50 000, quelque chose comme ça. Donc ils sont en x2 quand même, pour ceux qui sont rentrés au début. Voilà, ils sortent pas massivement. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais ce que j'ai trouvé le plus étonnant, honnêtement, dernièrement, c'est les inflows sur Ethereum. Ah oui, Oui. Genre là, ça commence à bien se réveiller. Si tu regardes, j'avais pas vu. le trait vert, c'est le cumul entre, enfin, c'est la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Et tu vois qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré. Le total net flow, c'est 3 milliards 900 millions de dollars qui sont entrés dans les ETF spot Ether. Et en une journée, on a eu une entrée de 240 millions récemment. Et en plus de ça, on a Trump derrière qui veut lancer ses ETF et qui parle d'un ETF qui combine à la fois Bitcoin et Ethereum. Donc après, je ne sais pas à quel point cet ETF de Trump va avoir du succès ou s'il va être approuvé. Bon, je suppose que si le président ou la société du président n'est pas approuvé, on a un petit problème. Donc je pars du principe que ça va être approuvé. Mais voilà, je ne sais pas à quel point il est crédible sur les marchés financiers et à quel point les gens vont vouloir ce produit-là. Mais signal important, la famille Trump accumule de l'Ether. La TradFi, on achète de plus en plus et Trump pousse pour avoir un ETF qui combine Bitcoin et Ethereum et qui va aussi dans le sens d'Ethereum d'une certaine manière. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Dans les autres choses que j'ai trouvé aussi assez remets bien la bonne fenêtre. Ouais. Cette semaine, c'est notamment les coins qui pump. On a, je dirais pas un renouveau de la DeFi, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des applications ou des protocoles qui historiquement sont vraiment utiles, qui font du revenu, qui buy back et qui performent. On l'a vu ici avec Sky, c'est quoi Sky, c'était Maker, et en gros, ils ont un token qui est USDS. Je sais plus. Historiquement, c'était le DAI, mais ils en ont créé un nouveau après. Je me souviens plus du nouveau. Mais bon, au final, le DAI reste king. Ouais, vous nous direz dans le chat, moi je n'utilise pas trop ce stablecoin là, mais on voit que voilà, Sky qui se réveille, Uniswap aussi, AAV qui a bien performé dernièrement, et puis Hyperliquid évidemment. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de voir certaines altcoins pumper, et comme je le disais en début d'émission, ça donne... Faut pas tirer non plus des conclusions de choses qui arrivent récemment et c'est pas quelque chose de continu, mais en fait, je pense que le succès d'Hyperliquid a permis de rationaliser un peu plus les protocoles qui font du buyback, et je me demande si ça va pas être la nouvelle méta, c'est-à-dire que en gros, Hyperliquid, pour moi, ils ont fait quelque chose qui est ultra positif pour l'écosystème, à savoir que la valeur qui est captée par le protocole finit dans le token sur lequel les gens peuvent spéculer. Or, jusqu'à maintenant, globalement, les revenus, ils étaient gardés par la team, enfin, le lab qui développe pour la fondation, et le lab, c'est la team. Donc, au final, les teams se gardaient tous les revenus, et les retail, les particuliers comme nous, avaient juste le droit à des tokens qui servent de gouvernance, mais au final, sur lequel ils n'avaient pas vraiment d'impact. En tout cas, c'est la sensation que ça donne. Donc là, on redonne de l'utilité aux jetons, et surtout, on redistribue les revenus au travers des buybacks. Donc, je me demande si cette narrative de buyback va pas s'accélérer au fur et à mesure que Hyperliquid performe. Ouais. Donc, le sujet fonda, je te coupe. En fait, c'est ce que je disais en introduction. C'est que si tu as AAV qui va lancer sa chaîne, puisqu'apparemment, il lancerait un protocole ou une chaîne AE. Uniswap, ils ont l'Unichain, mais pour le moment, ça tourne sur un séquenceur centralisé. S'ils arrivent à décentraliser la stack, ça devient une blockchain décentralisée, tu vois. À ce moment, le régulateur, il peut plus dire grand-chose. Et donc, à ce moment-là, tu peux être agressif sur cette stratégie de buyback. Parce qu'à mon avis, s'ils n'y vont pas agressivement sur le buyback, c'est la peur que le token, qui est actuellement principalement un token de gouvernance, soit reconduit en un autre actif. À cause des Américains. Parce que les Américains, comme j'expliquais un peu plus tôt, je ne sais pas quelle partie de la masterclass les gens verront, mais en gros, les Hyperliquid ont exclu les Américains Day One, en fait, de la plateforme. C'est-à-dire que si t'es américain, t'étais bloqué, t'étais pas éligible à airdrop, globalement, ils ont tout fait pour te bloquer, et du coup, ce qui fait que le hype, même si une partie des créateurs sont américains, genre la team et tout, la fondation, je crois que tout est basé à Singapour, et ils ont exclu tous les Américains. Donc, je pense qu'ils essayent de se détacher à mort de la SEC et de tous les risques de requalification du token. Et du coup, ça leur permet de faire plus de choses. Et je pense que beaucoup s'en aperçoivent et du coup, essayent de faire la même chose. Ou peut-être que... je sais pas. Je pense qu'en tout cas, ça va faire bouger les lignes pour le bien. Mais c'est évident.
C'est évident. Et en fait, enfin, on va pas se mentir. Est-ce que hype, c'est pas genre le token qui représente le plus, genre, enfin, qui est le plus proche d'une action tokenisée, en plus d'être un gas token. Si. Ah bah si. Parce que, Absolument. Mais en fait, mais au final, justement, moi j'y c'est pensais. ça, on en a marre de spéculer sur du bullshit. On veut spéculer sur un truc qui récupère du revenu et qui C'est ça. finit pas dans la poche, enfin, dans les poches de la team, quoi. Donc je pense que c'est ça aussi que les gens price. Bah, c'est surtout que c'est un gaz token, mais au final, tu payes que dalle de gaz. C'est ça la réalité, c'est que t'as le premium du fait que ce soit un layer 1, mais c'est pas parce que c'est un gas token qu'Hyperliquid monte. Si le hype monte, c'est parce que les gens veulent croquer un nouvel airdrop. Ils veulent profiter du fait que le protocole lui-même il buyback. Et bien sûr, bon, t'as le VM, t'as plein de trucs qui se passent, tu vois, mais c'est principalement ces nouveautés, c'est principalement le buyback selon moi. Bah en fait, quand j'ai du hype, moi je me sens entre guillemets actionnaire du truc, dans le sens où genre, je pense qu'il y aura des votes de plus en plus par la suite. Le fait d'en staker, ça va te permettre d'avoir du poids pour débloquer certaines fonctionnalités et certains avantages sur la plateforme, comme la réduction des frais de trading ou le fait de récupérer plus de revenus en tant qu'affilié. Bah, à chaque fois, tu es obligé d'avoir des hype stakés. Genre, en fait, ils mettent le hype au cœur du protocole, en fait. Et du coup, ce que ça fait, c'est que pour moi, en fait, les hypes, c'est des parts d'une société. Là, c'est pas les parts d'une société, c'est des parts d'un protocole, mais c'est du pareil au même, quoi, d'une certaine manière. Surtout que ils ont des revenus énormes et des marges énormes et des coûts très faibles, quoi. Donc, alors, je pose une question, parce qu'on n'a pas d'infos. Tu sais, PumpFund va lancer un token. On ne sait pas s'ils vont avoir un layer 1, etc. Mais PumpFund, c'est un produit principalement sur Solana, mais pas que. Mais bon, leur activité, elle vient beaucoup de Solana. Donc, d'un côté, je me dis, je les vois pas se la jouer fuck Solana, moi, je suis tout seul maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire PumpFund? Parce que je pense qu'ils vont s'inspirer d'Hyperliquid. Ça me semble assez évident, en fait. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, tu vois? En fait, PumpFun, alors je voulais juste vous montrer ça parce que en gros c'est passé récemment. Je vais essayer de vous montrer le site. Donnez-moi un instant. Je sais pas si vous vous souvenez. Je farmais ça à un moment et je vous l'avais partagé. C'était c'était des Evo, ouais. Des concurrents potentiels à Hyperliquid, mais ils ont eu trop de mal, quoi. T'as pas pris. Normal. Mais en gros, il y a le pré-market sur le pump et il y aura 1 milliard de jetons, je crois. Donc en gros, là, actuellement, ils price ça à 6 milliards de FDV. Donc ça ferait genre 1,5 milliard, un truc comme ça de market cap. Bon, après, il y a tellement peu de volume et d'open interest que genre, on peut pas tellement juger, on va pas se mentir. Il y a très peu de gens qui il y a payent zéro ça. volume, ouais. Mais ça va être intéressant de surveiller ça. Moi, et de ce que j'ai compris des informations que j'ai, les buybacks, ce serait à hauteur de 25% des revenus. C'est-à-dire qu'en gros, là, PumpFun, pour vous expliquer le plan, ils lèvent 1 milliard de dollars dans leur poche, sachant qu'ils ont déjà pris 700 M de fees pour eux, et en échange, ils te donnent que 25% du revenu. Donc moi, personnellement, je ne partirais pas à cette fumisterie. Je pense que j'ai envie d'être détestable par rapport à PumpFun. Mais après, ainsi soit-il. Mais en tout cas, PumpFun, moi, ça m'intéresse peu. Mais c'est vrai que ça a eu un gros impact sur la réussite de Solana, ce cycle-là. On a eu les NFT le cycle d'avant. Là, ce cycle-là, on a eu de plus en plus les meme coins et l'avènement de PumpFun. Donc le truc, c'est que qu'est-ce qui reste? Enfin, j'abuse, mais qu'est-ce qui reste à faire sur Solana si tu enlèves cette partie-là, s'ils ont leur propre chain, et surtout si tu as mieux ailleurs pour le trading. C'était ça ma thèse d'ailleurs, et je t'en parlais. Je disais que j'avais peur que Solana s'essouffle en termes de narrative parce qu'on peut faire mieux ailleurs pour la majorité des choses, et jusqu'à maintenant la majorité des gens étaient dessus parce que c'était rapide, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de frais et parce qu'on pouvait trader les meme coins et les NFT. Maintenant les meme coins c'est pas du tout hype et ça pourrait être peut-être sur une chaîne de cons du style PumpFun. Après bon, j'ai du mal à avoir de la valeur captée de cette manière-là. Enfin, moi aussi, être un meme coin avec des dans le temps si tu étais juste sur PumpFun, mais peut-être qu'ils vont trouver un moyen hybride. Mais bref, tout ça pour dire que je suis pas emballé, quoi. Donc, on va voir pour PumpFun, mais je pense que ça va être la guerre, honnêtement, parce que c'est un projet qui est très attendu au tournant. En ce qui concerne un token, tout le monde a toujours voulu un token. Il y a quand même pas mal de gens qui ont de l'argent avec BTC et Hype qui sont assez hauts. Donc voilà, en tout cas, une des choses à suivre. Et sinon, pour vous parler du reste du marché, parce que j'ai un peu divagué, écoutez, BTC, proche de son ATH, d'un point de vue EMA, en
mensuel, c'est bullish, c'est croisé à la hausse. La dernière fois qu'on les a retestés, ça a été utilisé en tant que support et depuis, on n'a fait que push. En 2 semaines aussi, en weekly aussi, en 3 jours aussi, en daily aussi. Là, actuellement, on fait que retester la précédente résistance weekly en tant que support, en cédant des EMA en tant que support. Donc pour moi, juste la tendance, elle est forte et moi, je pense qu'on va continuer à aller plus haut. Et dans ce contexte-là, moi, j'arrive pas à arrêter de regarder Hype et Hyperliquid qui ont tout simplement surperformé l'entièreté du marché. Hein. Je te parlais des ratios, mais si tu regardes Hype USD divisé par BTC USD, T to the moon, si tu regardes, sachant que BTC surperd tout, si tu regardes par rapport à Ether, c'est encore pire. Et si tu regardes par rapport à Sol, c'est encore pire. En fait, en gros, la sensation que ça me donne, honnêtement, c'est que Hyperliquid est genre une app et un L1 en même temps et va rafler tous les revenus, en fait. Et va être la House of All Finance, comme ils le disent. Et en fait, je pense qu'il y a tout simplement une rotation de capitaux, en fait. Dans le sens où, enfin, genre les gens qui achètent du hype là actuellement, là, genre l'argent ils le sortent d'où? Je pense qu'ils ont probablement vendu du Bitcoin ou ils ont vendu du Ethereum ou du Solana pour ça. Et un truc que je peux montrer qui est assez intéressant, je vais vous montrer ça. Je sais pas si on voit mon écran, ouais. On voit. Donc ça c'est le Twitter de Debridge. Et donc ça, alors ça a pas mal bougé, mais dernièrement, ouais. Voilà, il y a beaucoup de fonds qui arrivent. Bon, là, c'est 20 millions, c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de fonds quand même qui arrivent sur l'HyperEVM. Et overall, 13 juin, tu regardes, tu as tout l'argent qui finit par passer de Solana à Arbitrum, d'Ethereum à Arbitrum, de Base à Arbitrum. Et sur Arbitrum, il y a quoi? Il y a juste Hyperliquid, quoi. Et pas que Hyperliquid. Majoritairement Hyperliquid, mais il y a d'autres trucs sur je crois qu'il y a 60% des USDC sur Arbitrum qui sont chez Hyperliquid, quoi. Enfin, ça en devient insultant, quoi. Mais du coup, voilà. Et si tu regardes d'Arbitrum, qu'est-ce qui sort? Pas grand-chose, quoi. Donc, il y a vraiment une rotation de capitaux et c'est pour ça aussi que je vous montre ces paires Hype Sol ou Hype Ether, etc. C'est parce que, genre, oui, c'est un ratio bête et méchant, mais concrètement, il y a de l'argent quand même qui sort d'Ether et de Solana pour entrer dans Hype, quoi. Surtout si tu arrives dans le top 10 market cap, voilà quoi. Donc non, vraiment, personnellement, je suis toujours à fond dans BTC et Hype. J'ai pas TP sur BTC et sur Hype, je TP entre 43 et 100 avec genre les ordres à 100, ils sont 3 fois plus gros que les ordres à 43 et je fais avec l'outil Scale et avec un skew de 3. Vous avez tout directement sur l'interface d'Hyperliquid pour ceux qui veulent faire pareil. J'incite pas à le faire, mais au moins que vous compreniez. Et sinon, que dire? Donc BTC, pour moi, je vois pas vraiment de danger. Enfin, genre, ce qui m'embêterait honnêtement, c'est qu'on perde ce lot-là. Si on commence à passer sous les 103 ou 101,6 et qu'on a de l'acceptation weekly sous le niveau rouge, là, ça commencera à me faire chier. Mais pour l'instant, on maintient la trend. Tout est racheté. On a des inflows, comme je vous montrais, de zinzin sur BTC. Je vous remets l'écran. Mais concrètement, il n'y a jamais eu autant d'argent qui est rentré sur BTC. Et ça, on le voit ici. Et donc, je panique pas et je garde. Hype, comme je dis, je prends des profits. Et puis, surtout, j'utilise des outils qui me permettent de suivre un peu la tendance de manière facile, du style les EMA 9-18 en daily. Elles m'ont donné un biais parfait et elles m'ont permis de surfer toute la tendance. Et je sortirai très probablement ce que j'aurais pas vendu si on commence à les perdre. Parce que historiquement, au mieux, on range ou au pire, on corrige, quoi, quand c'est le cas. Donc évidemment, ça peut donner des faux signaux. Hein. C'est pas l'outil du siècle qui vous donne 100% de win rate, mais pour suivre la tendance, c'est quand même pas mal. Et donc j'utilise ça. Sinon, pour ce qui est des autres cryptos, enfin, genre je comprends la hype sur Ethereum, sur les ETF et tout. Et en vrai, il se passe vraiment quelque chose sur Ethereum, mais je le vois pas sur le prix. Enfin, je sais pas si vous réalisez que le dernier ATH de Ethereum, c'était il y a 4 ans. Ah, mais moi, je te l'explique simplement. Regarde, on a fait quoi regarde, ça fait 4 ans qu'on fait la masterclass. 4 ans qu'on est quasiment là tous les dimanches. On a fait que parler de Solana de concert avec BTC et Ethereum. Mais sur Solana, il s'est passé, voilà les trucs. Et quand tu as envie d'être dans un écosystème, on va dire, un peu plus innovant, un petit peu plus fun, un petit peu plus dégène, c'est Solana. Aujourd'hui, c'est Solana et Base. Mais en fait, ce qui se passe sur Base, ça ne profite pas du tout à Ether, qu'on se le dise.
Donc c'est pour ça qu'on a vu récemment, des choix pour revaloriser le Layer 1 Ether. Le problème, Ether va scaler, Ether va s'améliorer. Il sera toujours en retard sur Sol et sur Hype, tu vois. Bah, en fait, le problème, c'est la tokenomics. C'est même pas fondamentalement le projet, parce qu'en vrai, la tech, elle est bonne et elle fonctionne. Ouais, mais c'est lent. C'est tarpin Oui. lent et Oui. tu manques de débit, tu vois. En Oui, fait, mais t'as tu peux pas. t'as des trucs qui se build par-dessus et qui vont permettre d'accélérer d'une certaine Ouais, mais manière. c'est pas là. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas là et que Et t'as. Regarde, Ethereum, c'était même lent et si. ça peut faire avant. Tu vois, Ouais, c'est pas ça. Pour moi, le problème, c'est la relation avec le token. C'est que, genre, en ouais, mode, mais aujourd'hui, la demande en Ether, elle est super faible, quoi. Mais aujourd'hui, si tu veux échanger sur un carnet d'ordre à haute vitesse ou échanger des meme coins à haute vitesse, tu le fais pas sur le L1. Alors qu'avant, tu vois, tu n'avais pas autant ce besoin de vitesse. Aujourd'hui, les gens ils sont habitués à ce que ça aille vite dans le Web3 via Base, via d'autres Layer 1 en fait. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est juste que Ethereum s'est fait extract. Oui, mais ce que je dis aussi, C'est ça, en c'est fait. que. Ils se sont fait tuer En par leur fait, vision à court terme, quoi. ils sont pas morts, mais en fait, le problème, c'est qu'ils resteront là parce que ça reste ultra décentralisé et que philosophiquement, en mode World Computer, c'est les kings, tu vois. Surtout quand il va y avoir le ZK dans tous les sens à mi-2026, on va dire, fin 2026, disons. Mais en attendant fin 2026, bah, ça va se passer ailleurs. Tu veux du trading on-chain, ça va se passer sur Hyperliquid. C'est loin. Mais c'est ce que je te dis. Tu vois, et Les regarde gens, ce qui se on est passe. dans un monde où, genre, enfin, après, faire bouger une chaîne comme ça avec autant d'argent dessus, c'est pas, enfin, il y a des enjeux, c'est pas évident, quoi. Non, mais ils ont fait des, clairement, ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix. C'est les layers 2, mais avec l'UX qui va pas avec. Voilà. L'UX ne va pas avec. Et du coup, ils ont fait des choix à la con. Et les seuls. Et je vais dire un truc de fou furieux. Je suis désolé si j'en blesse certains. Pour moi, quand je regarde ce qui se passe sur Ethereum, pour moi, tu as deux biais ultra extrêmes. T'as Base qui est sur un séquenceur centralisé et qui est un peu en mode Nikomook, la décentralisation. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils fassent des produits en mode Web 2.5. Ou alors, t'as la vision Starknet, qui est pure tech, décentralisation, ZK, machin. Mais il se passe rien dessus parce que je ne comprends pas comment ces gens ne se sont pas dit on paye qui pour être plugué proprement à Solana Ethereum via des bridges. T'as vu la merde que c'est pour bridger ou pour swapper d'un écosystème X à Starknet et inversement? C'est de la grosse merde. Et ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Alors là, il va y avoir Hyperlane, super, ça va aller un peu mieux. Mais tu vois, ils sont morts dans le game pour le moment. Ça peut changer, tu vois. Mais ils sont morts dans le game parce qu'ils avaient juste à faire un choix très simple, c'est des partenariats. Regarde, Solana, ils sont arrivés en 2021, ils ont fait quoi? Wormhole, Jump, ouais, ils mais ont c'est pas la même arrosé, vision, je sais pas comment ils se sont genre, démerdés entre eux. la vision d'Ethereum, c'est public good. Genre, faire des choix aussi forts avec des, enfin, genre, Ethereum, c'est Linux, quoi. Genre, tu vois, Bah ouais, Linux, mais tu Linux font des peux, partenariats et regarde, tout, genre. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu le truc, genre, open source, disponible tout, genre, sans biais, etc. Solana, du ouais, coup, ils mais ont une autre approche. c'est de la bite, ça. Regarde, Hyperliquid, techniquement, c'est un Ah, mais je dis banger. pas le contraire. Mais je pense que c'était Blocktime la 70 vision et 000. la Non, vocation mais qu'ils avaient voilà. du truc parce que c'était tellement gros. Mais je pense qu'en fait, ils se sont vus tellement beaux qu'ils se sont dit on a le temps et là, ils se prennent juste pression sur pression sur pression. Bah, exactement. Tu vois, Mais en Ethereum, même temps, je suis sûr qu'il y a un monde où ils auraient pu mais en même temps, avoir. BlackRock va pas venir sur Solana, quoi. Regarde, ils auraient pu faire, je sais pas, deux types de validateurs où, par exemple, tu as un premier consensus avec une finalisation courte et un deuxième consensus avec une finalisation plus lente. Tu vois, Mais et au final, l'utilisateur, il s'en bat les couilles du consensus et en juste vrai, ça va la vite, tu vois. conclusion, sincèrement, je pense, c'est que juste le prix du token, c'est le marketing. Et genre, quand tu capitalises pas sur ton token et que tu rectes tes investisseurs, bah forcément, ils ont la haine. Genre, genre, enfin, si Ethereum était à $8 000, je suis sûr que les gens utiliseraient plus Ethereum et ils parlaient moins des problèmes du X. Hein. Ils seraient juste contents. Tu vois, genre, Ah le bah, fait que le prix complètement. baisse, ça fait que Mais souligner les problèmes. Je pense que c'est ça le truc. mais juste, frérot, se plaindre de la lenteur et du manque de débit d'Ethereum, ça se fait depuis Ah ouais, fin non, 2017 avec je dis pas. CryptoKitties. Hein. On est en 2024, Oui, gros. oui. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je comprends que ce soit pas évident. Hein. Je le comprends totalement. Mais tu vois, tu as des projets qui ont voulu faire les choses différemment. Tous ceux qui ont fait différemment se sont fait chier dessus les uns derrière les autres. À commencer par Solana et Hyperliquid. Et j'étais le premier à critiquer Hyperliquid. Ouais, c'est centralisé, ça me fait peur et tout. Regarde le résultat. Tu vois. Au final, ce qui est roi, c'est l'utilisateur. C'est pas la décentralisation à tout prix. C'est ça Et bah AAV, moi je trouve finalité. la charte est pas mal. Enfin, en gros, quand je regarde la Ouais. charte de AAV, en vrai, en linéaire, elle fait pas, c'est pas qu'elle fait peur, mais on a l'impression qu'on est loin de la TH, mais pour moi, la dynamique pour moi, elle est forte et je pense que
probable qu'on fasse un nouvel ATH sur AV. Enfin, genre, en gros, tu as une longue consolidation. Derrière, tu breaks cette consolidation, tu retestes ce niveau ici qui était la résistance en tant que support. Pareil, donc tu fais toujours des creux de plus en plus haut. Tu repushes vers le haut, tu retestes l'ancienne résistance en tant que support. Donc en fait, tout ce que tu fais, c'est genre juste tu fais un escalier, quoi. Genre, juste tu montes et à chaque fois, genre la dernière marche sert Enfin, la dernière résistance sert de support, quoi. Donc moi, franchement, AAV, je trouve qu'ils sont dans une dynamique sympa. Et en DeFi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi en train de bouger dans ce sens-là. Ouais. Et AAV, ils font le choix de pas dire oh là là, on est neutre, nanana. Ils vont voir la Maison Blanche. Tu vois, ils vont parler avec des politiques. Alors qu'Ethereum, ah non, nous on est neutre, nanana. S'en bat les couilles, frère. À un moment donné. Pareil, Aero, c'est pas la charte du siècle, hein, évidemment. Quand tu compares ça à BTC ou Hype, c'est un peu dur. Mais genre des signes de force qui font plaisir. Il y a Sky, du coup, qui a bien performé aussi. Bon, après, c'est quoi? Faut regarder MKR pour le... Ah non, mais c'est deux trucs différents, non? Ou c'est la même chose? C'est la même chose. Genre, en gros, tes MKR, ils te donnent du Sky, genre? C'est ça, en gros, l'idée? Il me semble, c'est la même chose. C'est le même prix, de toute façon. J'ai pas regardé juste avant, mais c'est la même chose au niveau du prix. Non, là, c'est 2200 et l'autre, c'est 0.09. Donc, ok, bah, je sais plus le taux de conversion. Mais en tout cas, ça... Enfin, en plus, je me disais qu'il fallait racheter ce retest. Bref. Donc ça bouge bien, mais c'est fou de dire ça, mais tout paraît fade par rapport à BTC et Hype. Hein, je regardais par exemple la market cap de Solana plus BNB plus Ether. On est tellement loin d'un ATH. Bon, après, évidemment, Ether pèse lourd dans la balance quand même. Mais bon, on est quand même assez loin de ça. Solana, je crois qu'il a besoin de vitamines d'ailleurs. Il s'est toujours pas remis du dump qu'on a eu depuis Trump, tu vois. Donc, tiens, alors, je vais parler de Solana hors prix. Enfin, hors prix, si c'est lié au prix, mais fondamentalement, c'est très intéressant. On a une question à ce sujet-là dans le chat. Solana repose sur quoi maintenant? Vous êtes totalement désintéressé. Bah, Solana, comment dire? À très court terme, j'y vois pas beau. Mais ce que je connais de Solana, c'est que quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ça arrive dans les 6 mois, 1 an. Ethereum, ça met 4 ans. Et que là, Solana, ils ont vu quoi? Ils ont vu, ok, on vous a promis le Nasdaq on-chain et on n'y est pas arrivé. Et à Hyperliquid, ils y sont arrivés. Et bah là, ils sont focus sur quoi? Ils sont focus sur ça. Ils sont focus sur comment réduire le block time et comment gruger sur ce côté block time pour permettre à d'autres d'avoir des temps de réponse encore plus courts. C'est pour ça que je vous parlerai de bulk trade après, parce qu'ils doivent être capables d'avoir une réponse efficace à Hyperliquid. Et tu vois, en fait, ils se disent, voilà, Hyperliquid, ils sont là, ils sont en train de nous bouffer. Et ils réagissent. Alors qu'Ethereum, ils réagissent pas. Pour moi, ça fait 5 ans qu'on... Ça fait 4 ans qu'on peut trader sur Solana, etc. En vrai, les Radium et tous ces trucs-là, ça a fonctionné. Enfin, genre en termes de volume, c'est gigantesque. Même tu regardes Jupiter et tout, les volumes, c'est gigantesque. En fait, le problème, c'est... Mais t'as pas du beau carnet d'ordre avec latence hyper basse et compagnie, comme un sexe ou comme Hyperliquid. Je pense que la latence, c'est un problème, et je pense que le vrai problème, c'est l'UX. Enfin, genre en mode, il y a quoi comme produit, genre bien, clean, community first, community owned, etc. Enfin, genre, en fait, je pense que au-delà d'avoir un bon produit, une liquidité, enfin, il y a aussi une liquidité qui est incroyable maintenant sur Hyperliquid, qui fait que bah, ça va être dur de venir les choper. Et je pense que le truc qui change tout, c'est que il y a quand même, enfin, genre le fait qu'ils aient tout donné à la commu et que tout finisse dans le jeton, en fait, ça donne beaucoup plus envie à tout le monde de s'approprier le produit et de se mettre à fond dessus, en fait. Et ça, c'est un truc, genre... Enfin, déjà, tous ceux qui ont un token, ils pourront jamais faire ça. Tous ceux qui ont des investisseurs, c'est quasiment impossible de faire ça. Et en fait, j'ai presque l'impression que beaucoup de gens vont vouloir reproduire Hyperliquid, mais ils vont le faire à moitié, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils peuvent pas vraiment le faire, parce qu'ils ont tous des investisseurs, et ils sont menottés par ces investisseurs-là, et à cause de ça, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Mais c'est des choix, tu vois. Mais quand tu lèves de l'argent... Globalement, tu lèves de l'argent, les mecs en échange, ils attendent un token ou de l'equity. Et si c'est un token, ça veut dire que, bah, en gros, il y a des gens qui ont pu avant les autres, et c'est ce que les gens détestent de plus en plus. Et c'est l'equity, ça veut dire que globalement, les VC, s'ils achètent ça, c'est pour avoir une partie des revenus. Donc, c'est-à-dire que tu as les revenus qui ne finissent pas tous dans le jeton. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ça va être très difficile à reproduire, et je pense qu'ils vont tous essayer, mais il y en a aucun qui va réussir, je pense. En gros, là par exemple, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais il y a Bybit qui lance son DEX sur Solana qui s'appelle Byreal, c'est ça,
BYREAL. Je sais pas quand ça sort, je crois que ça sort dans un moment. Ça sort testnet fin juin et après mainnet plus tard, et on a zéro info. Il n'y a pas de site, il n'y a pas de doc, on n'a pas d'info. On sait juste que, en gros, ça va être un Uniswap ++. Ça va même pas être un délire carnet d'ordre et tout, de ce que je comprends. Ça va être juste essayer de faire matcher les acheteurs et les vendeurs avec des prix serrés, mais pas dans le même délire qu'un carnet d'ordre. Et ce qu'ils veulent, c'est proposer une expérience semblable à DCEX, donc ultra liquide avec des spreads très serrés. Donc peut-être que ça va être quelque chose d'intéressant, mais il faut voir. Ils devraient tous... Enfin, je dis ils sont tous cons, j'abuse énormément en disant ça, mais c'est ce que je tweetais en fait sur Twitter. Maintenant, tu as le HIP3 qui arrive sur Hyperliquid, et n'importe qui va pouvoir créer son DEX par-dessus Hyperliquid et facturer des frais supplémentaires et lister des produits dérivés à la carte. C'est-à-dire demain, je suis Bybit. Bon, évidemment, stratégiquement et philosophiquement, etc., c'est très dur pour eux de faire ça, et ils le feront probablement jamais. Mais demain, ça donne la capacité à n'importe quel acteur, dont un exchange, de dire « je prends la tech HL, je build mon DEX par-dessus et je liste les cryptos que je veux par-dessus avec le collatéral que je veux, et je prends des fees sur tout le volume qui est tradé dessus, en fait. » Donc, en gros, genre, tu as un truc qui est tout prêt à la carte, et tu peux juste accéder à un produit qui est ultra similaire, bâti sur la même tech. Le problème, c'est qu'ils vont jamais vouloir donner de la force à Hyperliquid parce qu'ils en ont peur. Et parce que ça représente une... Moi, je pense que... Alors, il y a ça, mais je pense que... Le problème des grands groupes, c'est de vouloir faire du in-house tout le temps. C'est d'avoir la main mise tout le temps sur... Ouais, mais le truc, c'est que la crypto, c'est pas comme ça. La crypto, c'est composable. Bah ouais, mais ils composent avec Solana. Oui, ils le font avec Solana, mais... j'abuse peut-être en disant ça, mais quel choix de merde. Enfin, je sais pas comment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, j'ai envie de te dire, où est-ce qu'ils pourraient le faire d'autre? Évidemment, ils veulent pas d'Hyperliquid, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur un roll-up. Faire un roll-up. Bon, il y a rien qui a la perte. Ils ont déjà un roll-up d'ailleurs. Ils ont un roll-up, c'est Apex Pro. Mais ils l'abandonnent du coup, ça. Donc ils l'ont fait. Non, c'est en parallèle, je pense. C'est bizarre d'avoir deux DEX. C'est un autre produit. C'est genre en mode. C'est un autre produit, et c'est pas le même sous-jacent technologique, et ça permet pas tout à fait la même chose. Mais tout ça pour dire que je pense, enfin, je vois pas ce qui peut arrêter Hyperliquid. À part un exploit, en fait, plus genre, il y a des gens qui vont arriver, plus ça va faire de revenus, plus ça va buyback, plus ça va pump, et plus, genre, il y a encore plus de gens qui voudront venir, et enfin, surtout, tu as l'impression d'utiliser un truc que tu possèdes, donc tu es vraiment actionnaire. Genre, tous les exchanges, aujourd'hui, tu peux pas en devenir actionnaire. Il y a lequel dont tu pourrais devenir actionnaire. Il y a Coinbase, sur lequel, genre, en vrai, tu as des bons produits, c'est régulé, c'est clean, etc., mais souvent, tu n'as pas l'agilité que tu veux parce qu'il manque des choses, etc. Et surtout quand tu es des jeunes. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc, philosophiquement, je pense que... Enfin, philosophiquement et même de manière réaliste, je pense que ça va être très dur pour n'importe quel concurrent d'essayer de flip Hyperliquid. Et si tu regardes tous ceux qui essayent de le faire ou qui ont un début de traction, c'est parce qu'ils ont zéro frais. Et parce qu'ils farment... Je pense à Lighter. Il y a des choses bien, mais genre par exemple Lighter, donc sur Hyperliquid, tu as le HLP, genre maintenant c'est beaucoup plus petit qu'avant en termes de part du volume tradé, mais globalement ils ont un peu genre un vault dans lequel tu mets de l'argent et ça market make, et ça a un avantage dans le fait de trader les liquidations, et en plus de ça, ça récupère du revenu. Donc en gros, il y a le HLP qui existe comme ça sur Hyperliquid, renseignez-vous. Et en gros, Lighter ont fait la même chose, mais par exemple, pour déposer dans leur truc, je crois que tu à 100 ou 120% d'APR pour leur version équivalente du HLP, et ben en fait, tu peux déposer que 25% de ce que tu as sur Lighter. Donc, ça veut dire, par exemple, si j'ai 100 000 balles sur Lighter, je peux mettre que 25 000 dans leur HLP bis, quoi. Donc, enfin, ça montre qu'il y a plein de limites, que, donc, je sais pas. Et en plus, ils ont des accès encore plus privilégiés que le HLP, je crois. Ouais, c'est le bordel pour rentrer. Moi, je suis un peu mitigé. En fait, en gros, il te parle d'un espèce de matching off-chain ultra basse latence, mais pas vraiment, tu vois. Bon, ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo sur ma Capette Crypto. Sur un exchange centralisé. Un exchange centralisé, ils ont des serveurs partout. Tu dois taper dans une API, tu dis, je tape dans l'API, ils vont dire, ok, je te réponds à Tokyo, je te réponds machin, et tu as des protocoles de communication qui sont extrêmement basse latence. Mais dès que tu parles avec un exchange décentralisé, tu passes par des API, WebSocket ou REST, donc c'est déjà des protocoles de communication qui sont beaucoup plus lents que ce que tu as sur un exchange, tu vois. Donc du coup, automatiquement,
Moi, je comprends pas ce discours de ces nouveaux layers 2 et tout, de dire regardez, on fait du 5 millisecondes et tout, mais quand tu fais une requête, bah ça met 100 millisecondes ou 150 millisecondes. Donc du coup, ton argument, il pue la merde, tu vois ce que je veux dire? Et quand t'es un market maker, tu peux pas, si tu fais du trading haute fréquence, tu peux pas t'amuser à atteindre 150 millisecondes. Il peut se passer plein de choses sur un marché en 150 millisecondes. C'est pour ça que les market makers, ils font principalement sur des exchanges, parce qu'ils sont capables de mettre des ordres, de les retirer à très haute vitesse. En fait, même au-delà de la tech, c'est ce que je te disais, c'est que avoir une tech et une latence faible, c'est bien, mais genre derrière, il faudra les users et la liquidité et genre l'adoption et genre tout ça, c'est hyper difficile. Enfin, genre avoir offrir beaucoup de liquidité sur beaucoup de paires, c'est genre difficile de malade, quoi. Et Mais moi, ce que je te avec des dis, frais c'est aussi que bas. Hyperliquid, on fait un sans faute. Hyperliquid, on fait un sans faute. C'est qu'en faisant totalement abstraction du token qui monte de l'airdrop, quand tu as un block time de 70 millisecondes et les cancel priority, ça, c'est un truc que j'avais pas bien cerné aussi. Mais en gros, dans le protocole, ils disent que si tu mets un ordre pour annuler ton ordre, il sera en priorité dans le bloc. Donc, du coup, t'as pas les market makers qui se mettent la misère entre eux pour essayer de gagner de l'argent. Et ça, c'est un avantage concurrentiel qu'a Hyperliquid aussi par rapport aux autres pour les market makers. Et puis au final, la dinguerie, c'est que si tu regardes, il y a tellement d'apps et de protocoles qui sont bâtis par des gens qui n'y connaissent rien. C'est aberrant. Même dans les sexes, dans les exchanges, il y a plein de gens qui trade pas ou qui savent pas ce que les gens veulent, tu vois. Qui captent Les rien. mecs qui ont créé Hyperliquid, c'est des mecs qui étaient complètement. market makers ou qui faisaient du high frequency trading, donc ils savaient exactement ce dont les market makers et ceux qui apportent de l'équité avaient besoin et ce que les users aussi cherchaient. Donc bon, voilà, j'arrête la tirade sur Hyperliquid, mais voilà, faites vos devoirs et je pense qu'on peut enchaîner sur la partie news. Fonda, il y a plein de choses. Ouais, c'est parti. Il y a du lourd, donc je m'y attelle. Je te laisse mettre mon écran. Tu me confirmes que tu le vois. Yes, c'est bon là. Il y a une vidéo qui va. Je vous ai fait un stream là récemment. Il y a une vidéo qui va sortir mardi ou mercredi sur ma chaîne Capet Crypto où je suis en train de comparer en fait les sexes, Hyperliquid et les concurrents d'Hyperliquid on-chain, soit les Layer 1 ou les Layer 2. Pour faire très court, pour le moment, Hyperliquid a le champ libre parce que personne n'est au niveau. C'est-à-dire que, en fait, soit tu as des Layer 2, mais dès qu'ils vont avoir de la bande passante, enfin, qu'ils vont avoir de l'activité, bah, ils sont contraints par la bande passante d'Ethereum et pour le moment, il n'y a aucun buzz sur Egundi et Celestia, bon bref. Soit c'est des Layer 1 et les Layer 1, ils sont carrément en retrait en termes de possibilités par rapport à Hyperliquid. Mais j'ai quand même des choses dans le viseur. Donc je vais vous parler d'un truc et après on va activer bien sûr l'actualité, c'est Bulk Trade. Ce que j'ai lu à leur sujet et que j'ai trouvé la philosophie intéressante. Alors, on nous a parlé de network extension sur Solana, qui sont un peu comme des Layer 2. Bulk Trade, c'est l'idée, tu vois. Sauf que eux veulent du départ être alignés économiquement avec Solana. Donc l'idée, c'est pas de faire un token à côté où en fait ils vont extraire la valeur de Solana. Non, c'est de se brancher à Solana. Donc l'idée est assez simple. Le projet, c'est de proposer une latence ultra basse, une vraie latence ultra basse, avec de la stabilité dans les performances, quelle que soit l'activité on-chain, que ce soit 5000 transactions par seconde ou 500 000. Parce que c'est pareil, Hyperliquid est capable de taper en continu 10 000 transactions par seconde. Souvent, on nous vend des 100 000 transactions par seconde et compagnie. Mais là, Hyperliquid a factuellement 10 000 transactions par seconde réelles. Ouais, je vois, c'est 10 000 constants, je crois. Plus que tout l'écosystème Solana. 5 et 10 Solana. 000 constants et 100 000 max, je crois, un truc comme ça. Mais personne fait ça. Ethereum fait 300, Solana fait 1000. Après, ils ont 21, ils leur mettent un x10 x10 dans le deck. validateurs à HL, quoi. Mais, ah ouais, bah, mais ils la ont performance, fait des choix, tu vois. de Ils ont ce fait des qu'on choix. a vu aussi, la performance n'a pas l'air d'avoir baissé spécifiquement. Après, je pense qu'ils vont faire plein de choses qui vont permettre plus de décentralisation qui peut affecter la performance. Mais les connaissant, je pense qu'ils feront jamais de compromis sur la latence et sur la vitesse du produit. Bah, pour moi, la décentralisation, c'est juste que tu auras quasiment tout. Dans un temps 1, ils vont rester dans le setup actuel, et dans un temps 2, je pense qu'ils vont faire comme Fogochain ou d'autres. C'est qu'en gros, ils vont trier sur le volet les validateurs dans quelle zone. Tu vois, par exemple, là, ils sont à Tokyo. Ils sont principalement à Tokyo. Pourquoi? Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Mais en fait, les principaux exchanges crypto utilisent Amazon AWS à Tokyo et les API sont à Tokyo. Donc ça fait que le cœur de où démarre l'information, elle part de Tokyo. Donc si tu veux avoir un exchange décentralisé qui a des prix qui collent suffisamment vite à ce qui se passe sur Binance et compagnie, ton projet doit être à Tokyo. Donc les validateurs de Hyperliquid sont à Tokyo, le séquenceur et compagnie de Paradex par exemple est à Tokyo. Bon bref. Je veux juste répondre à un commentaire, parce que sinon on va le zapper, on ne pourra pas, mais quelqu'un qui dit qu'en gros, qui comprend pas le ratio de valo entre, le ratio entre la TVL et la valo du projet, notamment pour Hyperliquid, quand on compare ça à AV, genre en mode AV est sous valo en x4 alors que Hype est sur valo de x28.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que AAV, je crois, ils rachètent pour 1 million de leurs tokens par semaine, 1 million de dollars, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. HL, ils rachètent entre 2,5 et 5 millions de dollars par jour. Donc, en gros, de ce que je comprends, AAV, ils vont racheter pour entre 50 et 70 millions de dollars de tokens à l'année. Et actuellement, Hype, du coup, c'est 2 millions. Ok, donc disons, meilleur des cas, AAV, ils rachètent pour 100 millions à l'année. Actuellement, HL rachète pour 1 milliard à l'année. Et les revenus ne font qu'augmenter. Donc, en fait, genre, ton delta, il est aussi là. C'est-à-dire que genre, il y a beaucoup plus de rachats qui sont faits et qui impactent directement le du token, chose qui est le cas sur AAV, mais de manière beaucoup moins forte, quoi. Je te laisse reprendre. Bah, c'est ça, et c'est ce que je montre à l'écran avec DeFi Llama, c'est que bon, c'est des calculs qui sont faits au cas par cas pour chaque layer 1 ou protocole, et tu n'as aucune blockchain qui redistribue autant à ses holders. Exact. Personne fait ça. Il n'y a que Tether et Circle qui pourraient faire quelque chose d'équivalent, mais c'est tout. C'est ça. Et donc, pour revenir à Bull Trade, du coup, Bull Trade, qu'est-ce qu'ils vont faire en gros, pour pas rentrer trop dans la technique? On le sait, Solana a actuellement des blocs de 400 millisecondes. Et avec Alpenglow, il pourrait avoir des blocs entre, on va dire, 50 et 300 millisecondes. Donc, on se rapprocherait d'un block time d'Hyperliquid. Eh bien, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un protocole à part. Donc, tu vois, un validateur sur Solana, il va avoir un client. Ça va être Agave ou Firedancer ou Jito qui est basé sur Agave, peu importe. Bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les principaux validateurs qui ont Jito, ils aient un client bulk, tu vois, ou quand tu veux faire passer des ordres à haute fréquence pour du trading, tu passes par ce protocole. Donc, en fait, tu bypasses cette histoire de temps de bloc de Solana. Et du coup, ça te permet d'avoir potentiellement une actualisation de l'information à hauteur de 20 ou 30 millisecondes. Donc 2 fois plus rapide que ce que permet Hyperliquid actuellement. Donc l'idée, c'est ça. C'est de construire une extension de Solana qui soit hébergée par une partie des validateurs de Solana. Comme ça, les validateurs continuent de valider Solana, de prendre la MEV, de prendre les blocs reward, etc. Et ils prennent des revenus supplémentaires en faisant exécuter ce client-là. Et ça permet du coup à ce projet Bull Trade de rester économiquement aligné avec Solana. On aura plus d'informations plus tard sur l'alignement économique. Et du coup, ils restent dans la philosophie de Solana parce qu'on le sait, Solana sont opposés au Layer 2 parce que pour eux, ça fragmente les liquidités et aussi, bah, ça ne valorise pas le token Sol, tu vois. Donc ce projet-là, on n'en verra pas la couleur, je pense, avant fin 2025, voire 2026. Mais en tout cas, si on mélange la mise à jour Solana Alpenglow qui pourra arriver d'ici la fin d'année, l'augmentation de la bande passante pour les blocs qui devrait faire entre x2 et x10 d'ici la fin d'année, et ça, dinguerie, j'aime bien. On est quand même à des années-lumière de Ethereum, hein, tout simplement. Qu'est-ce que tu as lu d'intéressant? Il a dit comment donner envie à une personne d'acheter du hype alors que la majorité des utilisateurs en ont eu gratuit et des tonnes pour nous dump à la gueule avant la fin du bullrun. Surtout, ça plaît pas, mais à chaque fois que vous en parlerez, je me casse. Ciao. Bah écoute frérot, je t'incite vraiment à ne plus jamais venir sur le live pour ta santé mentale, parce que sinon ça risque d'être vraiment problématique. Surtout que je suppose que tu possèdes aussi des cryptos qui ont été airdroppés. Mais bon, voilà. Bah, en fait, soit tu te fais dump à la gueule par des OG holders de BTC, rappelons-le, hein, BTC s'achetait à 10 centimes, 1 dollar, 10 dollars. Mais tu te rends compte la dinguerie? Wow, je suis choqué, le comportement de zinzin. Je suis en mode, mais attends, mais pourquoi j'achèterais une crypto, une crypto alors que des gens en ont reçu gratuitement, alors que je peux juste acheter des cryptos que les VC me vendent? Oh putain! Oh non! Mince! Oh, trop relou. Trop relou. Allez, je vais demander acheter 200 Bah, ouais. Allez, go acheter du ADA, let's go. Attends, en fait, la problématique, elle est inhérente au marché, à tous les marchés même, c'est que tu auras des investisseurs qui peuvent te dumper à la gueule, ça dépend juste quel type d'investisseur il s'agit. Mais si tu prends Solana, Solana s'achetait à 4 centimes, 20 centimes, 22 centimes, 25 centimes hein, à ses débuts. Mais il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Mais c'est genre juste qu'au bout d'un moment, genre, oui, il y a des gens qui ont reçu des cryptos gratuitement, mais genre, il n'y a pas d'unlock. Enfin, il y a un unlock de la team, je crois qu'il commence en novembre de fin d'année. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils vont vendre, mais il n'y a pas de VC, il n'y a pas de gens qui ont été avantagés, etc. Donc, c'est un système qui est... Genre, c'est comme dire, oh, bah, il y a des gens, ils ont miné du Bitcoin au tout début pour rien. Oh, bah, je vais jamais en acheter du Bitcoin. Ah, bah... Si t'achètes du Bitcoin, dans 165 jours, c'est fin novembre. Te le revendre maintenant en x 100 000 quand même. C'est dangereux quand même d'acheter du Bitcoin. L'équipe commencera à avoir ses tokens à partir de fin novembre 2025. Donc on a de la marge. Moi je pense qu'ils vont rien vendre. Et surtout, ils seront débloqués sur 3 ans. Donc ils seront débloqués sur 3 ans.
On va voir. Mais même s'ils vendaient, ils n'auront pas des quantités astronomiques de tokens à vendre. Si. Bon, ça représentera de Il y a l'argent, 20% évidemment. du Mais supply, quand même. oui, mais 20% du supply qui se débloque progressivement sur 3 ans à Mais partir de les fin 3 ans, 2020. c'était pas spécifié, hein, je crois. Hein. Je sais pas d'où ils le sortent. Moi, Je m'en remets à CryptoRank qui sont plus à jour. Je sais pas où ils l'ont trouvé. Mais si c'est 3 ans, ça va. Voilà. Ouais. Ensuite, donc, actualité, c'est parti. Donc, on commence déjà par remercier le partenaire Bitpanda, évidemment. Bitpanda qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies, d'acheter des actions fractionnées, des indices, des ETF, des métaux précieux. Donc, c'est une plateforme tout en un qui fait très souvent des petites offres où, quand vous faites un peu de volume sur la plateforme, ils vous permettent d'avoir du buyback. Pas du buyback, du cashback, pardon. Lapsus. Du cashback en BTC, en PSG token, en Doge, en d'autres tokens. Donc en fait, l'avantage de Bitpanda, c'est que si vous démarrez en crypto ou en investissement de manière générale, vous avez tout sur la même plateforme. Pas la plateforme qui va vous proposer les frais les plus bas dans l'absolu. Ils n'ont pas des frais extrêmes. Hein. C'est-à-dire que si vous faites des achats ponctuels, ils auront des frais de l'ordre de... C'est quoi sur la partie spot comme ça doit être quelque chose comme 1%. Par contre, quand tu fais sur Bitpanda Fusion du trading un peu plus actif, automatiquement en passant par la plateforme Bitpanda Fusion, vous avez des frais qui sont beaucoup plus bas, qui sont de l'ordre de 0,25%. Et si vous faites du volume, ça baisse progressivement. Donc voilà, vous avez une plateforme de trading avec des frais compétitifs, mais il faut bien passer par Bitpanda Fusion. Et vous avez une plateforme plus généraliste si vous voulez faire des achats pour d'autres types d'actifs. Voilà, donc merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission, c'est totalement régulé. Et pour ceux qui se poseraient la question, et au niveau des dérivés, ça donne quoi ? Et pour le moment, on a peu de visibilité, parce que ils sont pas en place avec MiFID 2 et compagnie pour proposer des dérivés comme peuvent proposer Kraken et d'autres prochainement. Et surtout, je pense que Bitpanda, le plus utile, c'est quand vous voulez faire de l'investissement, donc être plutôt sur du moyen-long terme, et à la fois vous positionner sur les cryptos et sur les stocks. Aujourd'hui, c'est un moyen de le faire. Et ils ont du hype. Et ils sont beaux. Et ils ont du hype. Contrairement aux méchants Franchement, ils ont du hype. Pourquoi on fait la précision ? Parce que il n'y a pas 10 000 plateformes qui proposent le hype, en régulé. Hein. En spot. En régulé. En perp, ça va. Pour le shorter, ils l'autorisent, mais acheter du spot, sûrement pas. T'en as aucun qui est Mika ici. Aucun. Voilà. Bah voilà, si Attends, vous voulez une plateforme régulée, personne n'a Mika ici. Ah ouais, ma connaissance. non. Ah ouais, on est servi. Bah Mika, HL et Mika. Mais ouais, je suppose, je sais pas. De quoi, pardon ? La DeFi, c'est autorisé. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu as un on-ramp fiat, oui, clairement. virement bancaire, carte bancaire. Moi, ma question, Capet, c'est faut attendre que Hype soit top 3 market cap pour être listé sur Binance ou pas, tu penses ? Ouais, mais là, tu leur vends trop d'opium. Non, mais ça n'arrivera probablement jamais. Hein, mais on sait jamais. Mais top 12 market cap, on n'est toujours pas listé sur Binance. Faut combien pour être listé sur Binance là ? Je demande pour un pote. Je trouve ça absolument terrifiant. Gros, tu te rends compte de la dinguerie ou pas, genre ? Parce qu'en plus, c'est top 10 ou top 11 si t'enlèves les staked Ether, les stablecoins et tout. C'est même dans le top 10 en vrai. Si t'enlèves les stablecoins. Donc, regarde, c'est quoi l'objectif ? Je vais te répondre tout de suite. Hors stablecoin, il est top 9. Ok. Ouais. Bon, ils sont racistes, hein. Voilà. On va finir par croire qu'ils sont racistes. Il y a petite discrimination. Allez, on continue sur l'actualité. En plus, j'ai fermé ma page hebdo. J'ai tout niqué, désolé. Super. Ah, mais c'est ma faute. Et moi, ça met un peu de temps à charger. Voilà, on reprend. Donc, Donald Trump. Alors, ça, c'est quand même une info intéressante. Donald Trump, il mange le caviar, hein. Il aurait gagné virtuellement $1 milliard. Pas que virtuellement. En réalité, il a empoché déjà des centaines de millions de dollars sur ses différents projets. Vous le savez, il a vendu des NFT, il a pris 4,4 millions. Il a pu décaisser pas mal de ses tokens. Donc, il a pris... Il a fait une levée de fonds pour son projet DeFi, fork d'AAV, je crois, au partenaire AAV. Il a pris pas mal de millions aussi. Il a Justin Sun qui a rajouté des fonds. Il a vendu des tokens. Là, il fait un stablecoin qui génère du rendement sur des bons du trésor. On estime à 90 millions de dollars par an sur le rendement. Donc 59 pour lui. Bref, il s'en met plein les poches, Trump. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump n'est pas notre ami. Voilà, faut le dire. Trump n'est pas notre ami. Il s'est pas levé, il s'est dit je suis pro-crypto. Il voit une opportunité pour un gain personnel. Et si dans la foulée ça fait du bien aux gens, et ça fait du bien aux gens. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais Trump est là pour nous milk. Trump est là pour nous milquer comme des vaches à lait. Après, grâce à lui, on a une régulation pro-crypto. On est débarrassé du lobby anti-crypto et tout. Et ça, c'est une bonne chose parce que il y avait une discrimination qui était énorme avec la Complètement.
Mais voilà, pour les gens qui se disent petit retournement de veste par rapport à Trump, c'est vrai que Trump m'a un peu déçu. Mais on va juste s'en servir comme allié pour nos intérêts et basta. Trump s'est comporté comme Trump, quoi. Ouais, on peut dire ça. Il est fidèle à lui-même, en vrai. À la perception que j'avais de lui, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on a Morpho qui dévoile sa V2, pour faire très court, proposer plus d'options pour les gens qui veulent bien mettre du KYC, etc., tout en restant un protocole permissionless, et aussi fixer des taux avec durée collatéraux. Donc en fait, il permet plus de flexibilité, il permet à des gens d'avoir accès à des trucs plus précis. Ce qui fait qu'il reste dans la course, Morpho. C'est pas AV non plus, mais Morpho fait partie de ces protocoles DeFi qui, je pense, ont bel avenir devant eux. Je précise, on en a. C'est des Français, il me semble, en plus. Ouais, c'est des donc, Français. beau produit. Et j'ai interviewé d'ailleurs le fondeur sur ma chaîne il y a un petit moment. On me dit dans le chat d'ailleurs Morpho à VM. mort sur Morpho VM. Ça me parle ils sont pas. sur l'Hyper EVM avec. Enfin, ils sont sur l'Hyper EVM. Ça devient interconnecté avec l'Hyper EVM. Je sais pas, c'est un lien. D'accord, je sais pas. Et ils ont sorti la V2 et du coup, ils font plein de trucs cool. Alors, autre truc très intéressant, et c'est l'occasion de faire le parallèle avec Hyperliquid et compagnie. On a vu le narratif modulaire Ethereum n'est pas à jeter. C'est pas moi qui vous dirai que le narratif Ethereum Layer 2 est pourri. Simplement, il a déçu. Et il a tellement déçu qu'on a carrément certains OG qui sont en train de se barrer. On peut dire ça comme ça. Polygon, à la base, c'est quoi? À la base, Polygon, c'est vendu comme un Layer 2, alors que c'était pas un Layer 2, c'était une sidechain. Donc, une sidechain, c'est quoi? C'est une blockchain à côté. Mais dans le principe du sidechain, c'est se dire... Moi, je suis une blockchain à côté, mais je bosse avec une blockchain principale. Voilà. En l'occurrence, Polygon, c'est une blockchain de base qui est basée sur la tech de Cosmos, qu'ils ont remasterisé pour y mettre de l'EVM dessus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont pu faire de la DeFi et transvaser d'Ethereum à Polygon et inversement. Et ensuite, pour vraiment valider ce narratif Layer 2, ils ont lancé un vrai Layer 2, la Polygon ZK EVM, qui a absolument pas marché. C'est un bid. C'est un bid absolu. Donc on a notre Sandeep Nailwal qui dit bon écoutez, on va dire les choses comme elles sont. ZK EVM, ça n'a pas marché. Donc on va l'arrêter en 2026. On va accompagner les gens qui sont dessus, mais on va définitivement l'arrêter. On va se reconcentrer sur 2 points. Le Layer 1 de base, la Polygon POS, et la Glayer. Et donc ça veut dire quoi? C'est que là, on a un Hyperliquid qui a un L1 à part qui n'est pas EVM, d'accord. On a côté EVM Phantom qui a son petit buzz, tu vois. Phantom, c'est vrai que j'aurais pas mis une pièce dessus, mais ils s'en sortent mieux que ce que je pensais dans la narrative Sonic, EVM. Attends, c'est quoi ça, moins 44%? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut regarder Sonic, non? Ah, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être Sonic, ouais. Ok, on va regarder Sonic, t'as raison. Ce Phantom rebrand Sonic, bref. On a Monad qui va arriver. Il n'arrive pas à ses mots. On a Monad qui va arriver. C'est vrai que Monad, ça va être une expérience intéressante parce que c'est du full EVM assez performant, mais quand même moins performant que ce qu'on trouve sur Solana Hyperliquid. Donc j'attends de voir Monad, mais Polygon nous annonce, moi je vais pas me laisser faire. Et tout de suite, enfin très rapidement, on va mettre à jour notre POS chain à bloc. Donc, il nous annonce déjà, courant juin-juillet, on va passer à 1000 transactions par seconde avec 5 secondes de finalité. Donc, ils se mettent à peu près au niveau. Moyen terme, fin 2025, on passera à 5000 transactions par seconde. Et à horizon 2026, 100 000 transactions par seconde. Bon, on les connaît, les 100 000 transactions par seconde en crypto-monnaie, c'est de la bite. Mais tout ça pour vous dire qu'ils vont se reconcentrer sur le AL1. Et en fait, ils vont, pour moi, ils vont extract Ethereum. Voilà. Ils vont extract Ethereum. Donc ça va être intéressant à surveiller. On va voir s'ils arrivent à faire un comeback. Je n'en suis pas certain. Et petite parenthèse, on a Sei aussi. Sei qui à la base est une blockchain Cosmos, auquel ils ont voulu plugger de l'EVM. Là maintenant ils vont faire que de l'EVM. Et c'est pareil, Sei dans la même logique, EVM ultra rapide, block time de 400 millisecondes avec order book on chain, avec le projet Monaco on C. Mais comment ils vont s'en sortir ces projets-là? Je sais pas si je suis omnibulé par certaines choses, mais comment ils vont... Le bet, il est très simple, Léo. C'est l'Hyper EVM, c'est limité. Hyperliquid est un bet de projet, mais l'Hyper EVM, c'est limité. Essayons vite de sortir un Hyperliquid EVM. C'est ça, en gros. Et essayons de croquer le buzz. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. En fait, j'y crois même pas une seule seconde, en fait. Je comprends pas... Regarde tous, tous regarder Dex versus Sex. Ouais, mais frère, ils font 2 likes. Ils vont aller où avec ça, là? Bah ouais, mais il n'y a même pas de ban. Phantom, Polygon, Monad, Sei, sûrement d'autres. Mais voilà, dans le délire EVM, ce qui va se passer. Mais aucun n'aura un block time de 70 millisecondes.
Ils sont à minima à 400 ou à 500. Donc niveau latence, ils pourront pas s'aligner. Voilà. Et niveau liquidité, ils sont à des années-lumière. Niveau tokenomics, ils sont à des années-lumière. Bref. Ensuite, le fameux Genius Act. Donc on a une réglementation qui serait votée le 17 juin, qui donnerait plus de cadre autour des stablecoins. En gros, des règles plus strictes pour la conformité anti-money laundering, donc blanchiment d'argent, les sanctions, etc., protection des consommateurs. En bref, l'idée, c'est de mieux cadrer les stablecoins, apporter des garanties pour pas que ça dépègue, pour pas qu'on se fasse dézinguer, et donc rassurer les grands business qui voudraient potentiellement intégrer des stablecoins dans leur entreprise pour les paiements, comme ça a été le cas récemment avec Shopify. Donc on va en savoir plus mardi. Et dans la même lignée, on a un autre truc qui s'appelle le Clarity Act, que je me suis noté. Le Clarity Act, ça va être un sujet plutôt sur la partie DeFi. Et en gros, ce qu'on sait, c'est qu'on a des acteurs de la DeFi qui ont rencontré la Maison-Blanche. C'est notamment le cas du fondeur d'AAV. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on fait des exemptions dans la loi, est-ce qu'on assouplit la loi, est-ce qu'on améliore les choses, est-ce qu'on passe pas la main de la SEC à la SCFTC pour ce type d'actifs-là. Et l'idée, c'est que potentiellement, la DeFi aurait champ libre. Et c'est pour ça aussi, je pense, que ça a été pricé cette semaine sur les projets DeFi type Uniswap, Sky, etc. C'est peut-être que les gens se disent ils vont pouvoir y aller un petit peu plus fort sur la partie buyback, potentiellement. Hein. Peut-être que je tire un peu, je tire un peu loin, mais c'est comme ça que je le vois. Ensuite, on a des blocs. Au final, pour la partie buyback, ça profiterait à tout le monde, tu vois. Enfin, genre, honnêtement, après hyper liquide, c'est ultra dur de rationaliser un autre investissement dans un truc qui buyback pas et qui te donne juste de la gouvernance, en fait. Et je pense que tous ceux qui switchent pas vers du buyback, soit vont mourir, soit le feront pour ne pas mourir. Mais parce qu'en fait, en gros, quand tu prends du recul, genre, depuis qu'il y a hype et tout, en fait, t'as l'impression que tous les projets ont max extract. Alors, c'est pas de leur faute, je suppose, d'une certaine manière, parce qu'il y a des Américains, je sais pas quoi, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, aujourd'hui, c'est très difficile de rationaliser un investissement dans un truc où tu vas avoir zéro buyback, quoi. Et du coup, on se dirige vers des actions tokenisées, en tout cas, des coins qui ressemblent de plus en plus à des actions, mais on-chain, quoi. Donc, et c'est ce à quoi on doit avoir le droit en tant que spéculateur au bout d'un moment, parce que tous les projets se nourrissent de ça, quoi. Donc autant qu'ils nous le rendent un peu, quoi. Bah ouais, on a quelques projets qui ont des trésoreries de malades. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont utiliser leur trésorerie correctement? On va voir. On me disait du coup, parce que c'est vrai que j'ai cité des Layer 1 pour le VM, j'ai pas cité les Layer 2. Moi, les deux que je surveille, c'est MegaETH et RiseChain. J'ai jamais entendu parler de Rise, je crois. T'en as pas parlé? Si on les a vus, même à la conférence Token 2049 de Singapour. Ok. Mais quand on a voulu bosser avec eux, ils nous ont dit ouais, on va vous mettre en contact, mais tu sais, c'est des Asiatiques. Bref, c'est un beau concurrent de MegaETH. Voilà, donc on va avoir des belles performances. Et je mets même un petit outsider qui est pas EVM, qui mérite quand même son nom, c'est Fuel, parce qu'ils ont une tech de fou furieux. Eux, ils ont vraiment une tech de fou furieux. Maintenant, le sujet pour tous ces projets-là, c'est d'avoir le DEX en face qui soit propre, qui soit accessible, c'est-à-dire où tu peux bridger vite tes jetons, utiliser vite le projet, etc. Et ça, c'est un tout autre sujet parce que tu peux avoir une bête d'infra, si t'as pas le DEX en face, voilà. Donc, pour ce qui est de MegaETH, le DEX à surveiller, c'est GTE XYZ. Et je crois que tu as Valiant aussi. Il me semble que Valiant Trade, c'est... non, pardon, rien à voir. Valiant Trade, c'est sur Fogo Chain. Voilà. Ensuite, on a des blocs qui lancent les coffres. On vous en avait parlé avec l'émission avec Claire Balva. Donc, très simple. Sur le produit des blocs, maintenant, vous avez une option où vous pouvez faire travailler vos euros, vos USD. Eux, ils vont utiliser vos vrais euros, vos USD, les transformer en stablecoin, les mettre en DeFi et vont permettre de toucher le rendement tout de suite. Et vous pouvez commencer dès 1 euro. Voilà. Ouais, donc, moi je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. J'utilise des blocs au quotidien et on aime bien vous recommander des produits qu'on utilise concrètement. Donc je vous mets ça et franchement au quotidien c'est vraiment un plaisir en fait de pas avoir les EU Travel Rule parce qu'honnêtement là putain l'EU Travel Rule frère quel enfer genre genre l'UX elle est cauchemardesque frère c'est pire que la TradFi. C'est waouh. Et voilà, au niveau des frais, ils sont pas mal. Si vous voulez rapidement vous essayer au crypto, avoir une banque crypto, on peut dire ça comme ça, au niveau des frais, ils sont pas mal. C'est pour ça qu'on l'utilise. Les frais sont, alors juste pour être clair, les frais sont assez élevés, surtout si vous n'avez pas d'abonnement, c'est genre très cher. Faut l'abonnement. Voilà, mais faut le premium. si vous prenez un abonnement, en vrai, c'est largement OK.
Mm. Et après, avec le NFT, je crois que vous payez quasiment pas de frais. Ouais. Après, c'est notre mais, histoire. Mais voilà, c'est un l'abonnement, autre c'est 10 ou budget, 15 balles par mois. Et si vous faites des transactions un peu, prenez l'abonnement premium, franchement. L'EU Travel Rule, c'est. Il y a quelqu'un qui pose juste ça dans le chat. L'EU Travel Rule, c'est. En gros, quand tu déposes sur un exchange, genre type Kraken, Coinbase, Binance et tout, maintenant, en fait, ils te demandent concrètement d'où viennent les fonds, de prouver que tu as la possession du wallet qui l'a envoyé. Est-ce que c'est un wallet à toi? Est-ce que c'est un exchange? Enfin, globalement, ils te demandent le détail de tous les fonds que tu as envoyés et d'où ils viennent. Genre, tu dois fournir ça à chaque fois que c'est une somme au-dessus de 1000, je crois, c'est ça. Et du coup, c'est insupportable. Et du coup, débloque, en fait, genre le wallet que vous avez dans l'app, l'accès, il est partagé entre vous et eux, mais du coup, ça permet d'avoir une approche self-custodial qui passe dans Mika, et ça permet donc de bypass EU Travel Rule, parce qu'en fait, c'est comme si tu disais Phantom. Quand tu envoies de l'argent de Phantom à quelqu'un d'autre, sur Solana ou sur Ethereum ou EVM, peu importe, genre, on ne te demande pas où est-ce que tu envoies les fonds, à qui, qu'est-ce que c'est. Et donc, en fait, en gros, il débloque un wallet intégré qui permet de bypasser ça. Et d'ailleurs, quand tu fais tes swaps, quand tu envoies des cryptos sur des blocs, mais en fait, tu swaps directement on-chain et ensuite tu récupères on-chain, ouais. C'est ça. C'est pas eux qui le gèrent. Donc, du coup, c'est beaucoup plus souple en termes de réglementation de leur côté, ce qui rend le produit beaucoup plus efficace, tout simplement. Ouais, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple aussi d'un point de vue fiscal d'avoir un débloc parce qu'en fait, tu as un relevé bancaire. Et dedans, tu as directement, j'ai vendu cette crypto à ce moment-là dans ton relevé. Et en fait, ça peut être bien pour les justificatifs de fonds sur ces trucs-là, etc. Parce qu'en fait, tu as une banque avec un relevé et dessus, c'est écrit que tu as vendu des cryptos, quoi. Donc, genre, ça vaut un peu plus que je pense, un exchange crypto ou d'autres choses, ouais, pour le système fiat. Je voulais vous parler de Bitcoin parce que cette news elle est intéressante. Il y a le fameux débat d'Opereturn. Alors Opereturn c'est quoi? C'est un espace dans le bloc de Bitcoin, ou dans une transaction, où vous pouvez pas lancer des données. Et jusqu'à présent cet espace était limité à 83 octets, donc 83 caractères tout simplement. Et bien cet espace va sauter d'ici fin d'année, d'ici octobre. Il me semblait l'avoir noté. Il n'y a plus la phrase. Bref, d'ici octobre. Et donc, au lieu de passer par des systèmes, ordinals et tout, tu vas passer directement sur le Bitcoin natif, on va dire, via le client Bitcoin Core. Et ça va peut-être simplifier pas mal d'intégrations et aussi pas mal de dégènes type NFT, certification, etc. Donc il y a un gros débat sur ça parce que en fait tu as certains OG Bitcoin qui disent que Bitcoin ça devrait être que pour faire des transactions Bitcoin, tandis que d'autres se disent moi si je suis prêt à payer mon espace de bloc, parce que sur Bitcoin, le gaz, en fait, c'est BTC, laissez-moi faire ce que je veux. Et du coup, moi, je pense que c'est une très bonne chose pour la simple et bonne raison que Bitcoin a un block reward qui est de plus en plus petit. Alors, qu'est-ce que c'est le block reward pour ceux qui écoutent nos émissions depuis peu et qui connaissent peut-être moins en crypto? En fait, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc de Bitcoin qui est créé, il y a des nouveaux Bitcoins qui sont créés. C'est ça qui, en fait, rémunère les gens qui font tourner le logiciel Bitcoin. Ils ne font pas tourner Bitcoin par amour, ils le font pour gagner de l'argent. Et donc, la majeure partie de leur revenu, elle se fait sur le block reward actuellement. Il y a aussi les frais de transaction, mais tu ne fais pas des sommes astronomiques avec les frais de transaction Bitcoin. Vous pouvez aller sur le site Mempool, par exemple, Mempool Space, et vous pouvez voir sur chaque bloc, justement, les frais qui sont payés, etc. Et bien du coup, en permettant de faire plus de choses, en stockant des données notamment, peut-être que des gens seront prêts à payer plus cher pour faire passer leurs données sur Bitcoin. Et donc, ça permettra de collecter plus de frais de transaction et donc d'enrichir plus les validateurs et donc de maintenir la sécurité économique de Bitcoin. C'est pour ça que je pense que c'est une excellente chose. Maintenant, d'autres diront, ouais, mais du coup, ça fait que Bitcoin... les frais de transaction vont monter. Oui, mais d'un autre côté, j'allais dire c'est bullish. Si les frais de transaction montent, ça veut dire qu'il y a de l'activité, et nous, on veut quand même qu'il y ait de l'activité sur Bitcoin. Tu n'utilises pas le Bitcoin natif si tu dois faire tes transactions au quotidien. Il y a les stablecoins pour ça, il y a la fiat pour ça, mais voilà. Et c'est tout pour les actualités que j'avais notées. Côté fonda, j'ai 10 000 trucs. On va pas tout voir ensemble. Mais pour faire très court, le sujet du moment, on l'a vu, c'est le retour de la DeFi, mais c'est aussi ce qu'on va appeler la Club War. Du coup, la Club War, c'est quoi? C'est ces échangeurs décentralisés qui ont un carnet d'ordre qui est géré soit directement on-chain, totalement de manière transparente, soit qui est géré de manière off-chain, et très généralement, c'est du off-chain. Alors, Hyperliquid a fait le choix de faire du full on-chain, c'est quasiment les seuls à le faire. Tandis que d'autres, pour permettre une latence relativement basse, ils font le carnet d'ordre on-chain et après, ils font le settlement sur la blockchain. Bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le succès d'Hyperliquid fait rêver. Et du coup, le marché a essayé d'identifier quels sont les concurrents à Hyperliquid
sur d'autres blockchains. Donc tu vois, on a Zeta, devenu Bullet, c'est un échangeur décentralisé sur Solana. On a BSX, c'est sur Base. Voilà. Les projets avaient des tokens qui faisaient que se péter la gueule depuis la sortie du token. Et bah depuis que tout le monde est en train de s'exciter sur cette Club War, le narratif est lancé et les prix montent. Est-ce que ça va continuer de monter? Je ne sais pas. Évidemment, les tokenomics de ces projets sont pas terribles. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose par rapport à ça, mais en tout cas, le marché a essayé de tracer l'information. C'est minuscule. Clairement. Et c'est hyper liquide. C'est tout petit encore. Ouais. Donc voilà, j'ai une vidéo qui va arriver sur ma chaîne Capet Crypto dans la semaine où j'analyse en profondeur la partie tech de la Club War, si vous voulez la voir. Je sortirai cet article une fois qu'il est prêt. Pour le moment, du coup, l'article, il est prêt sur la partie tech, mais je vais faire un point aussi sur la partie tokenomics. Donc, je vais analyser la tokenomics d'Hyperliquid et de ses concurrents pour essayer de me faire une idée de ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on fait la comparaison entre ce qui se passe sur les exchanges centralisés avec des niveaux de latence qui sont extrêmement bas. Ça, c'est une cartographie en fonction des zones géographiques de la latence pour chaque exchange. Dès qu'on arrive sur des produits on-chain, c'est beaucoup plus lent. Et on a Messari qui nous a fait une cartographie justement de tous les exchanges centralisés de l'écosystème qui surveille. Voilà. Aïe, aïe. J'ai juste vu un truc qui m'a fait rigoler, désolé, mais c'est parce que on nous expliquait que en gros ça dumpait à cause des market makers et pas de la guerre avec Iran et Israël sur Twitter. C'est pour ça que je trouvais ça très drôle quand j'ai vu la tête de quelqu'un. Du coup, voilà, tu vois, on a un comparatif ici des niveaux de latence théoriques. Et tu te rends compte qu'Hyperliquid... Alors pourquoi il nous annonce 200 millisecondes de temps de latence moyen et pas 70 ? Ça, c'est expliqué justement. C'est que tu as la latence du bloc, mais quand tu émets une transaction, il n'y a pas que la latence du bloc qui rentre en compte. Tu as plusieurs types de latence. Quand toi, tu émets une transaction, tu as d'abord un des validateurs du lot de validateurs, il y en a 16, c'est ça sur Hyperliquid, qui va être défini comme leader, c'est lui qui va produire le bloc. Ensuite, ce leader va inclure... il y en a 21, pardon. Ok, je savais même pas. Ensuite, il va produire le bloc. Ensuite, le bloc produit va être propagé au niveau des différents validateurs. Et ensuite, l'information, elle va remonter sur le client que vous utilisez, donc l'application Hyperliquid. Voilà. Donc du coup, quand tu fais l'addition de toutes ces latences, c'est entre 140 et 200 millisecondes, ce qui est quand même très bien. Mais il y a des années-lumière de ce qui se passe sur un exchange centralisé. Voilà. C'est pour ça qu'il y a encore de la marge. Vous avez l'Explorer où on voit les TX par seconde sur Hyperliquid. Moi, j'ai vu un graphe sur Twitter, mais j'ai pas vu le site. Je l'ai perdu, je l'ai pas retrouvé. Une fois, j'en avais vu un, et j'ai jamais réussi à le retrouver, ça me casse les couilles. Mais en tout cas, on est à peu près à 10 000. Et voilà, plein d'autres trucs, mais ça va faire une longue... Pile dans secret sur HL, non, je verrai en fonction de comment ça se passe, comment je peux vous en parler, quand je peux vous en parler, etc. Mais c'est compliqué avec l'esprit critique des Français, quoi. Ouais, tout à fait. Je terminerai l'émission là-dessus, parce que je vais pas parler de tout le reste, ça fera une émission trop longue, on en parlera dans une émission cette semaine. Il y a eu un petit drama sur Ethereum, dont on n'a pas fini d'entendre parler, je pense. Tu as un des leaders du client d'exécution Get, qui s'est fait virer, un peu comme un malpropre, parce qu'on lui a demandé dans un premier temps, donc Get, c'est un client d'exécution sur Ethereum, c'est un truc qui était un peu neutre, ouvert, tu vois. On lui a dit, frérot, on vous file de l'argent, je crois 5 millions, et vous créez une entreprise privée, et vous faites évoluer ce client Get via l'entreprise privée. Il a dit non, plusieurs fois non. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il y a une autre équipe qui a été missionnée pour créer on va dire un concurrent de Get, et il s'est fait virer juste après. Donc il est un peu dégoûté de ce qui se passe. Donc il y a eu un tweet récent d'un des directeurs de la fondation, le nouveau directeur qui bosse pour Nethermind. Il disait posez-moi des questions et tout, et il a dit tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est passé comme ça de manière malpropre. Surtout que le client concurrent de Get, c'est Nethermind qui l'a fait. Donc niveau conflit d'intérêt, c'est un peu moyen. Alors je veux pas tirer des conclusions trop vite, tu vois. Mais c'est vrai que Nethermind, c'est une entreprise lucrative, ils font des validateurs, ils font des clients d'exécution et tout. Et tu vois, Ethereum n'a pas fini de nous choquer. Et on n'a pas vu Vitalik prendre la défense de qui que ce soit sur ce sujet, ni d'autres d'ailleurs, de ce que je comprends. Donc affaire à suivre, voilà. Donc le compte à suivre, si jamais à ce sujet-là, c'est pire. Vitalik, il est un peu plus en retrait dernièrement, non ? Ouais, j'ai pas vu des tweets récemment de lui, je crois. On le voit pas. Il n'arrive pas à encaisser le FUD, j'ai l'impression. Voilà. Bon, en tout cas, l'équipe, ça m'a fait plaisir, une petite émission comme ça. Vous allez voir que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va évidemment beaucoup parler d'Hyperliquid parce que c'est le sujet fort, en plus de Solana et tout. Moi, je continuerai de vous parler de Solana et tout. D'ailleurs, on a une vidéo sur Solayer qui est sortie.
Voilà, donc l'émission Masterclass sera disponible sur YouTube dès demain. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous avez le lien évidemment pour vous inscrire sur Bitpanda si vous voulez tester le produit. Les liens utiles présentés dans cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. On est à 19 000 abonnés. C'est la road vers les 20 000 abonnés bientôt. Et merci beaucoup, Léo, pour cette émission. Et pour répondre à la question par rapport au tirage au sort de la formation, en gros, on va... Excusez-moi. On va faire le... On n'a pas encore fait, là, honnêtement. Je vais le faire aujourd'hui ou demain, probablement. Et ensuite, on va contacter les gens par mail directement. On va leur demander leurs informations et on va vérifier si toutes les conditions sont remplies. Et à partir de là, on enverra les paiements, enfin les lots. Et puis voilà. Mais en tout cas, trop cool. On a eu des super retours sur la formation Ledger. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de récompense qu'elle n'est pas pour autant intéressante. Surtout quand il est question de sécuriser ses fonds. Et de faire très attention parce que ça fait un moment, je crois qu'on n'a pas eu d'énormes hacks. Enfin, on a eu quand même Bybit, mais c'était un registre différent. Mais je pense que ça peut valoir le coup de quand même bien s'occuper de ça. Et ouais, mettez le prix fort sur votre sécurité au risque de le regretter, je pense. C'est quelque chose que moi-même, je remets tout le temps en question pour essayer de faire les choses très proprement. Mot de la fin, Léo, on a moins d'intérêt en ce moment pour les crypto-monnaies. Est-ce que ça va repartir selon toi? Déjà, pour que ça reparte, il faudrait que ça se passe mal. Et en vrai, si tu regardes Bitcoin, c'est jamais reparti. C'est parce que c'est jamais tombé, quoi. Je pense que la question par rapport à ça, c'est plutôt les altcoins et l'intérêt des gens, etc. Et en fait, moi, je suis choqué. Enfin, tout le monde s'en branle de la crypto avec un BTC à 110 000 $. Avec la TradFi, avec des milliards en DeFi, avec des choses qui accélèrent, etc. Enfin, c'est lunaire. Et en fait, j'ai du mal à trouver des catalystes qui feraient que le retail reviendrait. Je pense que pour ça, il faudrait que des taux soient beaucoup plus faibles, que les investisseurs aient envie de prendre beaucoup plus de risques, que l'argent soit beaucoup moins cher et qu'on fasse place à plus de conneries et de dégènes. Mais pour ça, il faut que les taux baissent, quoi. Et puis après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on a vécu en 2017-2021, c'était vraiment extraordinaire et un intérêt de fou du côté du retail. Et en fait, moi, je pense qu'il faudrait, c'est que juste il y a un maximum de buyback sur plein de tokens de la crypto et que les prix montent. Parce que les revenus, ils vont plus dans les poches des founders. En tout cas, s'ils vont dans la poche des founders, ils y vont partiellement. Et que voilà, les gens retrouvent confiance dans les actifs sur lesquels ils investissent et sur lesquels où ils spéculent ou ils gamblent. Parce que là, globalement, il y a un paquet de merde et beaucoup de moins de gens qui s'y intéressent. Donc forcément, c'est assez brutal. Donc voilà, j'espère que juste les choses bougeront et qu'on retrouvera beaucoup plus de valeur dans ces tokens et d'utilité que ce qu'on nous a promis jusque-là. Et surtout, moi maintenant, je m'en branle des promesses. Ce que je veux voir, c'est du concret. Ouais. Et je veux voir des teams qui arrêtent de chipoter ou quoi que ce soit. Oui, HL, enfin les mecs qui ont créé HL avaient de l'argent de côté, ils ont fait beaucoup d'argent et tout avant de créer ça. Mais je trouve que, en fait, j'ai envie d'insulter des équipes qui lèvent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour au final nous pondre des bouses. Et derrière pour prendre genre le retail pour des cons en fait. Parce que des choses qu'on peut développer avec peu de moyens, il y en a un paquet. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de teams qui font pas les bons efforts, quoi. C'est des extracteurs. C'est des extracteurs, mais je suis d'accord avec toi. C'est que de l'extraction. Regardez combien ils ont levé pour faire quoi. Voilà. J'ai toujours pas vu une DAP sur ça, ce truc-là. Enfin, on a vu des forks ou il y a eu Ultra, mais enfin, il y avait rien de ultra significatif d'adoption de fou. Genre, c'est en fait avec le recul, la crypto sur plein de points, c'est beaucoup moins joli qu'on nous le fait croire. Et c'est beaucoup à cause du capital privé, avec du recul. Et je pense qu'il faut des approches qui sont plus justes, qui sont plus communautaires. Non, mais il faut arrêter. En fait, il faut juste arrêter avec les tokenomics où les équipes, elles se mettent je sais pas combien de pourcents du supply dans les poches déjà. Il faut arrêter de sortir un token si ça sert à rien, surtout. Ouais. Ah bah ça après c'est encore un sujet, mais... Bah non, mais aujourd'hui les gens ils sortent un token pour quoi? Ils sortent un token pour de la gouvernance, mais en gros c'est un mensonge. En gros globalement c'est pour lever des fonds et se financer.
En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Mais si tu as un produit en face, oui, non, mais en gros, il faut que le token serve à quelque chose. On est bien d'accord. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, voilà. Moi, je pense que la narrative buyback, revenu, utilité, même si elle marche pas, au moins elle est saine et elle est positive pour l'écosystème. Ce qui n'est pas le cas de tout. Voilà, c'était mon mot de la fin, il était un peu long. Ouais, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Voilà, l'alt season, peut-être qu'elle viendra à un moment donné, mais pour le moment, ne misez pas sur ça, misez sur des tokens individuels, BTC Hype, et après, si vous avez des affinités, peut-être TH Solana, mais moi, à court terme, c'est vrai que TH Solana, par rapport à BTC Hype, j'ai du mal. Et les autres altcoins, on parle même pas. Bon, en plus, les potes, c'était cool. Merci beaucoup. Et content d'être venu aussi sur la masterclass. Ça faisait un moment où j'ai eu pas mal de. Et n'hésitez pas à essayer Bitpanda. Merci pour tout. Voilà. Ciao tout le monde. Tchuss. Parfait.